Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 pour la deuxième émission de retour de vacances du LGF, le grand forum, votre émission qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Effectivement, ça se passe ici tous les jours de 16h à 18h sur une seule et unique radio France Maghreb 2 avec aujourd'hui pour m'accompagner Madame Nadia Cherif, commerciale mais aussi militante associative et voilà. Bonjour Nadia. Bonjour tout le monde. Ça va Nadia, tu nous as fait profiter de tes belles vacances durant le mois d'août. Tout à fait, et là je rentre comme vous tous d'ailleurs. Exactement. Oui. Alors monsieur Rudy Kazimatsika aussi qui est avec nous, vice-président du CEBIF. Et des élus de France aussi, hein, mon Rudy, c'est ça? Comment ça va, mon Rudy? De l'association des élus de France, je vais bien, des conseils municipaux à l'occasion, de temps en temps, voilà. Un des temps morts. Monsieur Emmanuel Dupuis, président de l'IPS. Bonjour Emmanuel Dupuis. Bonjour à tous et à toutes, et puis bonjour. Il est revenu tout bronzé, Emmanuel. Ouais. Mais toi aussi. Oui, toi absolument, aussi. absolument. Bon, Nadia aussi, toi aussi. Voilà, on est en forme, On est en forme. Que vous allez aux mêmes endroits en vacances. Bah, on l'a pas laissé entendre, Non, du tout, mon cher Rudy. On n'était pas du tout au même endroit. On est divers dans notre rapport aux vacances. Je crois que je me suis un peu rapproché de Nadia pour la fin de mon séjour, mais voilà. Tout à fait, le sud de la France. Le sud de la France, Marseille pour être précis. Ah ben, moi aussi j'étais dans le sud, mais de l'autre côté. Oui, de l'autre côté, voilà, c'est ça. Très beau aussi d'ailleurs. Vraiment, c'est sympa pour faire du surf là-bas. Ouais. Alors, les amis, une émission très chargée, très variée. Nous recevrons, vous savez que c'est les primaires écolos là, qui approchent à grands pas. Il y a 5 candidats. Nous recevrons le premier candidat, Jean-Marc Governatori, qui sera avec nous tout à l'heure. Il se dit écolo-centriste. Il dit, tiens, ça va parler à Emmanuel Dupuis, ça. Ouais, alors, on verra. Disons que j'enlèverai personnellement le centriste. Écolo, ça reste à voir. Bon, eh bien, on verra cela tout à l'heure. On verra ce qu'il propose, en tout cas, puisqu'il est candidat. Vous savez qu'il avait été refusé au départ. Il a porté l'affaire devant le tribunal. Et c'est le tribunal administratif qui l'a réintégré dans cette primaire. Donc, il n'en voulait pas de Governatori. On en parlera avec lui, il nous expliquera tout cela. Et je recevrai aussi Yannick Jadot ce jeudi et Sandrine Rousseau, qui fait bourde sur bourde en ce moment, mais bon, la dernière en date, c'est sur l'hommage à Jean-Pierre Belmondo. Elle l'a ainsi qualifié Jean-Pierre Belmondo. Il s'appelle Jean-Paul, Sandrine. Bon, en tout cas, elle sera avec nous lundi sur France Maghreb 2. Et puis voilà. Alors, on parlera aussi de finance islamique. Qu'est-ce que la finance islamique? Eh bien, vous en saurez davantage. On en parle beaucoup. Ça existe en France, on sera avec 2 grandes personnalités qui vont nous en parler, nous expliquer de manière très ludique qu'est-ce que c'est, et puis nos chroniqueurs autour de cette table évidemment pourront poser leurs questions ainsi que les auditeurs. Esdine Glamalak sera avec nous, Kader Melbourg qui sera aussi avec nous dans quelques minutes. Et puis on parlera du Maroc où il y a des élections qui vont se tenir demain, élections législatives, messieurs, dames. Le PJD qui joue peut-être sa place là pour le coup, en place depuis 2011. Est-ce que ça sera peut-être la fin pour le PJD? On en reparlera, les enjeux de cette élection législative. Et puis les coups de gueule et coups de cœur, c'est la petite nouveauté de la saison d'Emmanuel Dupuis, de Rudy Kazimatsika et de Nadia Cherif. Coups de cœur et coups de gueule qui ne doivent pas dépasser 1 minute. Attention, avec chrono, attention. Voilà, rendez-vous en fin d'émission. Mais pour l'heure, c'était hier, on l'a appris évidemment. On a donc appris cet après-midi la mort de Jean-Paul Belmondo à 88 ans, un comédien qui avait une place unique dans le cinéma français, une figure qui incarnait la fougue, la force, l'agilité, l'humour. À 19 ans, il entre au conservatoire en 1952. Sur scène, il joue Anouilh, Molière, Feydeau, mais ses professeurs ne croient pas en lui. L'acteur très populaire n'avait pas toujours eu le meilleur accueil du monde du cinéma, mais le César d'honneur reçu en 2017 l'avait sincèrement touché. Je veux remercier de tous vos applaudissements. Ça me fait droit au cœur. Moi, c'est comme si je me levais le matin, que je me baladais sur les quais, qu'il n'y avait plus la Tour Eiffel. Voilà. Et c'est un peu ça la disparition de Jean-Paul pour moi. Il n'y a plus la Tour Eiffel. Jean-Paul Belmondo s'en est allé, hommage national rendu ce jeudi aux Invalides. Qu'est-ce que représente Jean-Paul Belmondo pour toi, Nadia ? Moi, Bébel, c'est quand même... j'ai l'impression, me concernant, qu'il faisait partie de la famille. Ça reste un acteur connu, reconnu, et le paysage...
cinématographique va changer avec son départ. Il reste deux grandes icônes du cinéma, c'était Belmondo et Delon. D'ailleurs, Delon très chagriné de la disparition de Belmondo. Emmanuel, Belmondo. Oui, c'était effectivement une partie de notre héritage, de notre jeunesse, même si nous sommes un petit peu jeunes par rapport à la génération de nos parents. C'était un monstre sacré du cinéma français, un cinéma qu'on ne trouve plus, un cinéma qui s'exporte, un cinéma qui nous identifie, un cinéma qui porte les couleurs de notre spécificité, cinématographique en tout cas. C'est un acteur qui a basculé vers le théâtre, tardivement, revenant à ses premiers amours, et donc il laisse beaucoup d'orphelins, et pas seulement ceux qui le connaissent sous les traits du cascadeur ou de celui qui prenait des risques que ne prennent plus les acteurs d'aujourd'hui. Très affaibli, Jean-Paul Belmondo était depuis quelques années, je crois que c'était la maladie de Parkinson. Parkinson, oui. Voilà, c'est depuis ça. 10 ans. Rudy Kazi, Belmondo. C'est une partie de mon enfance, alors que pourtant il est de la génération de mon grand-père. Mais effectivement une partie de mon enfance parce que à la maison on regardait les films du dimanche soir, à tabler autour de la télé, à rire de ces frasques. Et de ces belles fresques aussi, parce que on en avait plein les mirettes, comme on dit en fait, de ces cascades, etc. Voilà, c'est des films cultes, Le Professionnel, Le Magnifique, Borsalino. En plus, je l'ai revu il y a pas longtemps, il y a peut-être un mois. Donc, franchement, c'est très, comme disait Nadia, c'est voilà, un personnage de la famille. Ça paraît un peu exagéré de le dire, mais c'est vrai qu'on a l'impression de perdre. Et puis aussi, c'est d'un point de vue culturel, ça représentait aussi la France à l'international. Oui. C'est quelqu'un qui avait une renommée internationale, d'ailleurs, qui le surprenait, d'après ce que j'ai pu me rendre compte, qu'il était souvent étonné de voir que des gens à l'étranger le connaissaient. Et on a un des, comment on appelle ça, les immortels. Oui. Voilà, d'origine russe qui avait et d'ailleurs en plus en Sibérie, qu'il avait découvert au cinéma en Sibérie avant d'immigrer en France, qui disait qu'il avait appris le français en regardant les films de Belmondo. Donc voilà, après c'est l'âge, c'est la génération, les gens de cette génération partent petit à petit, comme tu disais, il reste Delon. D'ailleurs en plus ce qui est intéressant, c'est que Alain Delon peut voir en fait la puissance en fait de l'impact et que l'amour que des Français vis-à-vis de Belmondo, qui sera certainement aussi le cas pour lui lorsqu'il partira, et d'une certaine manière, eux deux qui étaient en concurrence, on va dire, par rapport à la place qu'ils avaient dans le cœur des Français, il peut se rendre compte qu'effectivement Belmondo avait une place très très importante. Il avait sur son nom un Bébel, Jean-Paul Belmondo, Bébel, évidemment. Hommage national aux Invalides ce jeudi. Il sera enterré, je crois, à Montparnasse vendredi, c'est ça? Oui. Après une cérémonie à Saint-Germain-des-Prés. À Saint-Germain-des-Prés, tout à fait. Dans un instant, le quiz, nouvelle formule, puisque dans le quiz, maintenant, il y a des questions évidemment en rapport avec l'éphéméride, mais pas que. Des questions aussi en rapport avec l'actualité, pour corser un petit peu les choses. Première victoire de la saison, c'était hier, Tarek Mami qui a battu Gamal Abina. Qui sera le vainqueur? Eh bien, on le saura dans un instant. Nadia Cherif, Rudy Kazimatsika ou Emmanuel Dupuis. Et nous accueillerons nos invités dans un instant pour parler de finance islamique. Reste avec nous, c'est le LGF, le grand forum sur France Maghreb 2. Nadia Cherif, elle est commerciale mais aussi militante associative. Rudy Kazimatsika qui est avec nous, il est vice-président du CEBIF mais aussi vice-président des élus de France et conseiller municipal à son dont notre président est actuellement Idriss Aberkane pour observer les élections législatives dont on parle. Et on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Emmanuel Dupuis, président de l'IPS, est avec nous. Ils sont tous les trois autour de cette table et c'est parti pour le quiz. Le quiz. Victoire hier, première victoire de Tarek Mami qui a battu plat de couture Gamal Abina hier. Il devait pas être content, Gamal. Il n'était pas très bien réveillé hier, c'est vrai. Il a fait une saison dur de reprendre. Alors dans mon petit questionnaire, j'ai un petit peu corsé les choses parce que j'y ai mélangé des questions en rapport avec l'éphéméride, mais aussi des questions d'actualité. Première question, elle est facile. Création de quel moteur de recherche en 1998? Google. Bonne réponse, mon cher Rudy. Google. Qu'on utilise tous, Google. Qui n'utilise pas Google? Personne. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, bah oui. Ils nous ont eu. Absolument. Je cherche à présent une chanteuse américaine née aux États-Unis en 1949. Indice, Coupe du Monde 98. Gloria Gaynor. Gloria Gaynor, c'est une bonne réponse.
J'étais pas fan de cette musique. Hein. Ah ouais, mais pourtant c'était la chanson, l'hymne de la Coupe du Monde 98, vous en rappelez, hein? Avec la belle victoire de l'équipe de France. Ouais, je retiens plus Qui ça. l'eût cru? Bah, Aimé Jacquet l'a cru, en tout cas, il l'a fait, et ça c'est une bonne chose. Allez, on enchaîne. Attention, Rudy Kazimatsika, 2-0. Hein. Emmanuel, Nadia, c'est quand vous voulez. Hein. Ouais. On se réveille. Voilà. Tiens, question actu. Une jeune femme a oublié son sac à main. Ça peut arriver dans un bus à Nîmes. Avec une grosse somme d'argent à l'intérieur. Combien? 10 000 euros? Non, beaucoup plus. 100 000? 50 000? Non, un peu moins de 50 000. 30 000. 30 000? Un peu plus. 40 000? 45 000 euros. C'est ce qui a été découvert dans le sac à main oublié par cette jeune femme. C'est le conducteur du bus qui a fait cette fabuleuse découverte. Et grâce au papier, donc la somme, le sac a été donc donné à la police. Il y avait tous les documents de douane. Apparemment, c'est une femme qui était de passage en France. 40 000 euros en petite coupure. C'est pas Nadia Sherif que ça va arriver, ça. Est-ce que l'argent lui a été rendu? Alors on ne sait pas parce qu'on attend de la retrouver en fait. Voilà. Ah, toujours quand même 45 000 euros. 40 000 euros plutôt. 40 000 ah bah euros. s'il y a les papiers de douane, c'est bon. Ouais. Bon, ouais. Ça nous fait quand même 3-0. C'est presque le début de la richesse pour Rudy Kazimatsika là pour le coup. Ah, c'est le juste prix là du coup. C'est ça. Tiens, je cherche un footballeur. Il est français, il est né en 1968. Il a joué à la Coupe du Monde 98. De qui s'agit-il? Guy Varch. Non. Zidane. Non. Thuram. Non. Desailly. Desailly est une bonne réponse. Marcel Desailly à qui on souhaite un bon anniversaire. Elles sont ciblées les questions là, c'est pas possible. Voilà. Faut aimer le foot, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cinquième question en rapport avec l'actualité aussi. Quel député a proposé d'interdire le voile aux jeunes filles mineures, mais également au guichet de la sécurité sociale et de la mairie? Éric Ciotti est une bonne réponse. C'était sur RTL dimanche. Candidat à la primaire de la droite, enfin de LR. C'était pas trop compliqué. Candidat de la... Non, pas candidat de la primaire LR, candidat de la primaire de la droite et du centre. Ah oui, d'accord. Il y a du centre. T'as raison, Emmanuel. Bien joué. Merci. 5-0, dernière question. On est à Nice, pardon. Une mère a été expulsée de son HLM. Pour quelle raison? Parce que son fils était un délinquant, un dealer notamment. Exactement. Ah, moi je serais partisan de donner le point à Nadia parce qu'elle a répondu en même temps. Oui. Allez, sois magnanime, donne un point à Nadia. Allez. J'aurais aimé que la proposition vienne de. On donne le point. On donne le point. Alors moi je participe même pas à ce genre de concurrence. T'as 5. On lui en donne un quand même. Ouais, bien sûr. Effectivement, alors c'est une décision assez inédite hein, de justice. Effectivement, la mère a été expulsée du HLM parce que son fils a été condamné pénalement pour trafic de drogue. Ça m'a bien révulsé. C'est assez incroyable. Dernière question. Pour le fun, on va dire, à partir de demain, le pass sanitaire concernera combien de centres commerciaux en France? Tous sauf la Seine-Saint-Denis. Non, madame. La Seine-Saint-Denis et... Non, je veux un chiffre. Ah. Non, mais là, on est sur quoi? Sur 5000... Combien de centres commerciaux seront concernés par le pass sanitaire? Il était de 178 la semaine... Enfin, là, à l'heure actuelle. 300? Combien? Non, beaucoup moins. On est beaucoup 60, moins. 60 64. Allez, je te donne le point, Manadia. 64 centres commerciaux on m'a aidé, je tenais à seront non, mais faut pas concernés le dire. par le pass sanitaire à partir de demain. Elle a raison. Et la situation, nous dit-on, s'arrange. S'arrange pour le Covid-19. La pression hospitalière baisse. Sauf du côté de Marseille. Tiens, viens avec nous là, Asdine. Et les Antilles. Et aux Antilles, effectivement. Et la Polynésie. La Polynésie. Et la Calédonie. Ouais, où là, c'est la catastrophe, effectivement. Bon. Et tu sais qu'il y a un infirmier qui a dénoncé les conditions d'hospitalisation dans les Antilles. Oui. Il n'y a rien du tout, même pas du liquide physiologique, etc. C'est assez incroyable, absolument. Ah bien, messieurs, bravo Rudy Kazimatsika, victoire, voilà, nette et sans bavure, on va dire. On va parler de finances islamiques. Mais il n'a pas trop participé, Emmanuel aussi. Bah, il n'y avait aucune question qui m'inspirait, c'est aussi simple que ça. Oui, j'ai même pas besoin de justifier. Voilà, et puis c'est le tour de chauffe, on va dire. Emmanuel Dupuis, quand il se réveille, attention. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bon, on va parler de finances islamiques. Nadia, Rudy et Emmanuel. Avec nos invités, parce qu'ils sont deux. Esdine Glamala qui est avec nous. C'est un Marseillais, je l'avais reçu d'ailleurs à l'occasion de notre tournée au mois de juillet au restaurant Le Femina. Salut Esdine, bonjour. Voilà, installez-vous, partagez le micro. C'est pas comme Le Femina ici, hein, mon cher Esdine. Comment ça va Esdine? Ça va bien. Ouais. Ça va très bien, mais je suis pas devant le micro, alors attends. Ouais, parle bien devant le micro, voilà. Ouais. Et tu vas te partager ton micro avec Kader Melbourg qui est avec nous aussi.
Bonjour à tous. Bonjour messieurs, bienvenue. Il a son propre micro là. Ah bah c'est formidable. Bon, bravo, merci, bonjour messieurs, bienvenue sur France Maghreb 2. Alors Ezdine Glamala, que vous avez peut-être découvert à l'occasion, donc je disais, de notre tournée à Marseille. On était au restaurant Le Féminin. Ezdine a un CV assez impressionnant. Entre autres, vous êtes chercheur et entrepreneur, cofondateur de Safi, société de courtage d'assurance et de conseil financier. Vous êtes spécialisé dans la conception et la distribution de la solution de la finance islamique, co-auteur notamment de l'encyclopédia of Islamic. Ezdine, tout bon pour l'instant ? Presque. Alors, Ezdine, vas-y, je t'en prie. Mais franchement, c'était plutôt pas mal. En même temps, tu m'as envoyé ton CV, donc c'est pas très compliqué. Je te trouve vraiment... quand j'ai jamais vu en fait un animateur radio aussi bon que toi, Christophe. Vraiment, on se disait avec Kader, on t'écoutait tout à l'heure et on disait que tu faisais le job à merveille. Bon, ça commence comme ça, on ne sait pas comment ça va finir. Ezdine, sois le bienvenu en tout cas, je suis ravi de te revoir ici à Paris. On s'était vu à Marseille chez toi, tu jouais à domicile. C'est vrai, aujourd'hui c'est chez moi. Voilà. C'est ça, à Belleville. À Belleville, on est bien ici. Alors, Kader Belbour, est-ce qu'il peut se présenter pour nos auditeurs ? Il va se présenter parce qu'il n'a pas envoyé son CV. Ouais, voilà. C'est ça. J'ai pas fait correctement mes devoirs, donc je dirige le MBA de finance islamique de Financia Business School, qui est une école dans le 15e arrondissement de Paris. Donc c'est le seul MBA en France que nous avons, seule formation de haut niveau, qui aura une vocation internationalisée. Et je dirige également des certifications sur la finance islamique avec l'Institut Al-Razali et Financia Business School. Très bien. Alors on va essayer d'être ludique, hein, messieurs. On va essayer d'expliquer à nos auditeurs, mais aussi à nos chroniqueurs qui sont autour de cette table et qui ont certainement aussi des questions à vous poser. N'hésitez pas, Emmanuel, Nadia et Rudy, d'intervenir et d'interpeller nos invités ici présents. D'abord, la finance islamique, Ezdine Glamala, qu'est-ce que c'est ? Vaste question. Alors, la finance islamique, c'est... alors, si on reprend... Parce que c'est en train de devenir, en fait, quelque chose de très concret aujourd'hui. C'est en train de devenir un système financier qui se développe très rapidement à l'échelle internationale. C'est assez compliqué de donner une définition unique. En fait, on se rend compte qu'il existe des finances islamiques et pas une finance islamique, dès lors que l'on regarde, je dirais, les zones dans lesquelles elle se développe. C'est-à-dire que la finance islamique qu'on va trouver, par exemple, en Asie du Sud-Est, en Malaisie ou en Indonésie, n'est pas la même que la finance islamique qu'on va trouver au Moyen-Orient, au Qatar, aux Émirats ou en Arabie Saoudite. Et elle est aussi différente de celle qui se développe, par exemple, en France, au Royaume-Uni ou aux États-Unis. C'est comme si on disait, en fait, qu'est-ce qu'un musulman ? Une personne musulmane, c'est quelqu'un qui adhère au principe de la religion islamique. Et pour la finance islamique, ce serait une finance qui adopterait ou qui adhérerait au principe de l'économie, de l'éthique islamique dans le cadre des affaires, ce qu'on appelle le mu'amalat, c'est-à-dire les affaires courantes. Mais il n'y a pas qu'une seule forme de musulman, puisque je dirais un Indonésien qui pratique l'islam est assez différent d'un Malien, d'un Algérien, d'un Turc, mais il y a un fond commun. Donc si on parle du fonds commun, on dirait que c'est une forme de finance qui respecte certains principes éthiques. Et le principe, je dirais, central qu'on retrouve, c'est ce respect de l'interdiction, ce qu'on appelle le riba. C'est les intérêts. On traduit par les intérêts ou par l'usure. Alors on va la faire plus simple, Kader Melbour, pour comprendre en tout cas. Une banque ne prête pas gratuitement, ça n'existe pas. Aucune institution commerciale ne prêtera quelque chose gratuitement. On parle effectivement de l'absence de riba, d'intérêt, mais pour le coup, elle a trouvé un autre principe pour récupérer éventuellement son dû, la banque. Et de quelle manière ça se passe ? En fin de compte, ça devient une prestation de service. L'enjeu de la banque ou de la relation commerciale entre un client et la banque, traditionnellement, elle est comprise comme un client vient, demande de l'argent à la banque, et l'objet de l'échange entre la banque et le client, c'est l'argent. Ouais. Jusqu'à là, on s'est compris. Ouais. Sauf que là, la banque va vous dire « je ne suis pas une banque ». Dans les principes du droit musulman dont le fait que Mme Hamlet vient de parler Ezdine, l'idée c'est que le sous-jacent ne devienne pas le sous-jacent de l'échange, l'objet de l'échange entre le client et sa banque ne devient pas l'argent, mais précisément le bien qui doit être financé. C'est ça la grande différence. Mais en clair, le bien ne lui appartient pas tant qu'on ne l'a pas remboursé totalement. C'est une sorte d'hypothèque, quoi. Alors, il y a des conditions d'hypothèque, mais par définition, il y a une
une totale propriété de la banque à l'achat et ensuite une revente et un transfert de propriété. Bien sûr, il y a hypothèque s'il y a défaut de paiement de la part du client. Oui, voilà. Mais ce qui est important à comprendre, et beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la banque telle que nous l'entendons depuis 2 siècles, avec les principes de la finance islamique, se transforme comme quelque chose d'assez simple. C'est une institution commerciale, tout simplement. Ouais. Nadia, d'ailleurs, qui n'est pas étrangère à la banque, hein, Nadia. Voilà, donc tu pourras poser aussi ta question dans un instant. On va prendre un cas très simple. Voilà, j'ai un bien acheté. Il me faut 150 000 euros. On va prendre voilà, ça c'est un petit studio. Il faut travailler déjà. Ouais, oui, bah, évidemment, c'est les mêmes principes, quoi. Il faut avoir un garant ou pas, d'ailleurs? Garant? Ça dépend si on doit apprendre. En tout cas, si on bosse, si on a un bon salaire convenable, comme celui de Rudy Kazi ou de Emmanuel Dupuis, par exemple, on peut acheter largement, quoi. Mais en tout cas, pas animateur de radio, hein, je précise. Alors, on va prendre l'exemple. Donc, 150 000 euros, c'est ce qu'il me faut pour acheter un bien immobilier. Comment ça se passe? Donc, j'arrive, je négocie avec la banque. Qu'est-ce qu'il me propose? Tout simplement, vous allez voir votre banque. Ouais. Vous leur dites, je veux acheter un bien immobilier. La banque va se porter acquéreur du bien. Ouais. Et ensuite, elle va vous le vendre par tempérament. C'est-à-dire qu'elle va vous le vendre en plusieurs tranches. Mais je vais rembourser 150 000 euros, c'est-à-dire ce que j'ai demandé. Je ne vais pas rembourser un centime de plus. Attention. Ah, voilà, c'est là que ça se complique. Attention. Non, c'est pas que ça se complique. Allez voir n'importe qui et demandez... quand vous allez acheter... Bien près du micro, Kader. Pardon. Quand vous allez acheter un Coca-Cola au Hanout en face, le Coca-Cola, lui, il l'a acheté à 1,50 € la métro, il vous le revend 2,50 €. D'accord. C'est quoi, ça? C'est de l'intérêt ou c'est une marge? Ça peut être considéré comme de l'intérêt, non? Je sais pas. Hein, Ça s'appelle du commerce. Ouais. Vous achetez quelque chose, lui, il l'achète, un grossiste l'achète à un prix, et vous le revend avec une petite marge. Oui, mais Kader, c'est la même chose. Moi, j'ai emprunté par exemple une somme à la banque, elle me prend des intérêts, au moins c'est clair, c'est fixé, je sais combien je dois rembourser comme intérêt. Mais là, c'est pareil. Ah oui, là, c'est pareil. Donc, il y a des intérêts. Non, il n'y a pas d'intérêt. Déguisé. Non, il y a un surcoût. Il y a un surcoût qui est lié au service. Je fais exprès, hein, parce que pour que les gens comprennent bien. Allez-y, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Au contraire. Non. Au contraire, de toute façon, c'est des questions qui sont très souvent posées. Parce que les gens ne comprennent pas déjà la nature même de la banque aujourd'hui. C'est refondre et revoir une nouvelle vision, une nouvelle relation entre le client et sa banque aujourd'hui. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand pendant 200 ans, vous avez fait des milliers, des centaines de millions d'opérations de ce type-là, vous expliquez à quelqu'un qu'on peut les faire différemment. L'objet de l'échange, c'est tout simple. Si les auditeurs peuvent retenir juste ça, c'est juste le seul point central à retenir. L'objet de l'échange n'est pas un contrat avec de l'argent. C'est un contrat avec un bien immobilier au milieu. Ensuite, la banque l'achète, le revend par tempérament au client et le client le rembourse en plusieurs fois. Maintenant, il y a une particularité. Effectivement, par rapport au montant qu'a emprunté, la banque ne fait pas un service gratuit. Il y a une analyse crédit, donc elle va intégrer tous ces services-là dans le montant de la commission qu'elle va prendre. Simplement, là, on n'est plus dans la notion d'intérêt, c'est-à-dire d'un capital fois du temps fois un taux, mais dans une notion de commission, et la commission est connue d'entrée de jeu. Vous parliez, est-ce que je connais le montant? Oui, vous connaissez le montant. D'accord, ok. Ça devient plus clair. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'établissements qui pratiquent ce genre de finance islamique en France? Alors, moi, j'ai travaillé pour une banque française pendant très longtemps, BNP Paribas. Et chez nous, on avait donc des gérants qui vendaient des fonds finance islamique. Donc, c'est des produits qui sont demandés. D'accord. Donc ça a toujours été demandé, mais pour des professionnels. Maintenant, la question sous-jacente, c'est professionnel, mais pourquoi pas pour les particuliers, voilà. Les particuliers sont un petit peu plus frileux. Il y a une connotation religieuse, et donc les personnes sont frileuses. Et j'ai envie juste de donner l'exemple du maire de Nice, qui avait interdit toutes les institutions qui avaient comme principe la finance islamique. Vous vous en souvenez, je pense. Christian Estrosi, le maire de Nice. Voilà. C'est vrai, alors, Esdine, la finance islamique, c'est réservé uniquement aux professionnels ici en France? Ça dépend en fait de quel niveau on parle. En fait, là c'est Nadia, hein, c'est ça. Donc Nadia en fait travaille en finance de marché. Donc généralement les marchés financiers c'est plutôt des professionnels qui interviennent dessus. Même si aujourd'hui, si on veut en tant que particulier souscrire à des parts d'un fonds islamique qui serait par exemple domicilié au Luxembourg ou en Grande-Bretagne ou n'importe où ailleurs, on peut le faire via une banque en ligne et un compte titre. Un particulier peut le faire, mais ça sous-entend qu'il ait quand même certaines connaissances, je dirais, en finance. Donc déjà, on voit que pour le particulier, y compris la finance de marché, qui normalement est destinée à des professionnels, eh bien, un particulier peut y accéder. Maintenant, il existe également d'autres solutions qui, elles, sont destinées uniquement
aux particuliers. Nous, Ouais. par exemple, on a développé un produit destiné à financer, vous savez, le rapatriement des corps, Oui, oui. soit vers les pays d'origine, ou soit Oui. l'animation locale. Oui. Donc là, on n'est pas dans un produit, je dirais, de finance islamique pour financer l'acquisition d'un bien, d'un Immobilier. appartement ou autre. On est dans une solution qui permet de mettre en commun des cotisations pour pouvoir financer une inhumation ou un rapatriement. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y existe des finances islamiques et pas une, puisque là tout à l'heure Ouais. tu citais l'exemple de la murabaha en disant oui mais il achète, il revend, c'est pareil que les intérêts, etc., etc. Ça en fait la murabaha, il ne faut pas assimiler la finance islamique uniquement à ce contrat-là, puisqu'il existe en fait la zakat que tout le monde connaît, Oui, que tout le ça monde fait doit s'acquitter. partie des instruments de la finance islamique. D'accord. Le régime des awqaf, les waqf, ça fait également partie de ces instruments. Il existe d'autres contrats, par exemple, il y a des banques islamiques, lorsqu'elles sont un peu plus développées, qui ne vont pas t'acheter le bien pour te le revendre, elles vont carrément te le fabriquer. Pour te le revendre. C'est-à-dire qu'elles vont agir comme un promoteur immobilier. Ou elles vont l'acheter avec toi, elles vont s'associer avec toi, et ensuite, toi, tu vas payer un loyer parce qu'elles auront une part plus importante dans le bien que toi, et progressivement, tu vas racheter les parts qu'elles détiennent dans ce bien pour qu'à la fin, tu sois l'unique propriétaire. Donc on voit qu'il y a différentes manières d'organiser les choses. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et c'est ce que disait Kader tout à l'heure, c'est qu'en fait, en finance islamique, l'argent n'est pas considéré, c'est même en économie islamique, n'est pas considéré comme une marchandise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du commerce avec de l'argent. Je ne peux pas dire je vais acheter une somme d'argent, ça ne veut rien dire en fait. Je veux dire je vais acheter 100 000 euros d'argent et je vais te revendre 100 000 euros contre 120 000 euros. Ça va contre la logique en fait. Si je te dis je vais rentrer dans un commerce comme ça avec toi, tu vas me dire jamais de la vie. Ce que disait Kader, c'est que voilà, le commerce, l'essence du commerce... Tu es fada. Tu es fada, voilà, c'est ça. L'essence du commerce, c'est effectivement d'aller acheter une marchandise et de la revendre avec une marge bénéficiaire. Ouais. Ce que dit l'économie islamique, c'est qu'il ne peut pas y avoir de marge bénéficiaire sur une transaction monétaire. D'accord. Alors, avant de la question d'Emmanuel et Rudy, il y a Hicham qui nous écoute. Il a raison d'ailleurs de nous appeler au 01 40 33 9000. Il va peut-être avoir une question, un témoignage. Salut Hicham, bienvenue. Hicham ? Ah bah lui, il s'est perdu dans les contrats pour le coup. Là, il s'est perdu dans les chiffres. Bon, il nous rappelle s'il le souhaite, bien sûr. Emmanuel Dupuis, est-ce que c'est tentant ce système de finance islamique, des finances islamiques, comme nous l'a expliqué Esdine Glabala? Alors, bon, je ne sais pas si c'est tentant, hein. Je vous avoue que j'ai suivi ça avec un petit peu d'éloignement, mais moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre mieux quels sont les intérêts à passer d'un système monétaire traditionnel à un système monétaire islamique. Ah voilà une bonne question. Est-ce que le taux de rendement est supérieur? Est-ce que le taux de prêt est avantageux? Est-ce que la conversion vers d'autres... La monétarisation ou comment dire... La thésaurisation est avantageuse pour un ménage. Ouais. Question complémentaire de ce que la question qu'a posée Nadia. À partir de quand est-ce que on aura un modèle économique suffisamment prégnant pour que ce soit concurrentiel? Alors qui vous avec répond? D'autres modèles bancaires traditionnels. Kader ou Esdine? Bon, je pense qu'on va... comme tu veux, Esdine, hein, mais je pense que dès qu'on aura des effets d'échelle, on pourra commencer à parler d'une industrie qui se globalise. Aujourd'hui, elle est quand même, et Esdine l'a très bien rappelé tout à l'heure, son développement est très hétérogène. On a un fort développement sur l'Asie du Sud-Est depuis 1950, au Moyen-Orient depuis quasiment le milieu des années 1970, et l'Europe, même pas depuis le début 2000. Même pas. Et l'Europe, on est en retard. Il y a plusieurs parties dans l'Europe. Parmi les retards européens, c'est les premiers qui sont les Anglais. Ouais. Et en France, quand on parle des Anglais, c'est entre 2000 et 2005. Si on regarde le reste de l'Europe, à savoir nous, maintenant que l'Angleterre fait plus partie de l'Europe, on va dire que c'est l'Angleterre, nous l'Europe, et c'est là que ça commence à devenir un peu marrant, ça a commencé en 2008. La question, pour quelle raison? Il y a une crise que tout le monde a entendu parler, la crise des subprimes, il n'y a plus de liquidité, les banques ont besoin d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bah tiens, Madame Lagarde se fait le calcul très simple à l'époque. Il y a de l'argent au Moyen-Orient suite à une augmentation des prix du baril. Ils ont beaucoup de liquidités. Ça serait sympa de prendre cette liquidité et de la ramener en France. Ouais. Bingo! Est-ce qu'on ne peut pas utiliser la finance islamique? Donc, c'est une vision utilitariste, très calculée. Malheureusement, ça n'a pas donné les effets escomptés. Premièrement, il n'y a pas eu autant d'argent que ça, puisque l'argent vient, même si on ne leur dit pas, du Moyen-Orient. Ça, c'est la première chose.
Mais la deuxième chose que je pense que Mme Lagarde, ancienne ministre de l'économie, actuelle patronne du FMI aujourd'hui, ex-patronne du FMI et aujourd'hui patronne de la BCE, a mis en exergue la finance islamique en France. Donc c'est Mme Lagarde qui a fait connaître la finance islamique aux Français. Ouais, c'est incroyable, incroyable. En début 2010, qu'est-ce qui s'est passé depuis? On a eu une grande institution financière internationale qui s'est lancée sur le sujet, une seule, une grosse du moins, c'est Swiss Life Group. Oui. Qui a lancé un produit d'assurance vie. Ensuite, on a eu un deuxième acteur étranger, c'était la BCP, donc la banque Chabi, qui a lancé la banque marocaine. Voilà, une banque marocaine, qui a fait un calcul très simple. J'ai une diaspora qui est relativement riche, en France, importante et relativement riche. Ouais. Celle qui est relativement importante en termes de richesse, dont les valeurs et la conformité éthique étaient importantes pour eux, on ne veut pas qu'ils aillent dans d'autres banques. Donc on va leur proposer ce produit-là. Donc ils se sont positionnés sur un produit de niche. Donc dès lors, on ne peut pas en faire quelque chose d'industriel. Les principes, par contre, eux, sont universels, universalisables, et rentrent aujourd'hui dans les discours de la Banque Centrale Européenne, dans une multitude même de la Commission Européenne, puisque maintenant, d'ores et déjà, on commence à imposer de plus en plus d'éthique aux banques. Donc c'est plutôt positif. Donc maintenant, il ne faut pas attendre un claquement de doigts sur ce sujet-là. Nadia l'a bien dit tout à l'heure, les gens sont un peu frileux dès qu'on parle de finance islamique. Bah, forcément, l'adjectif nourrit tellement de crainte, mais surtout tellement d'ignorance. Tellement d'ignorance, surtout. Et on le voit d'ailleurs avec nos questions. Hein. Oui, mais on a aussi besoin de la diversité de véhicules financiers, il faut le dire. Ouais. Alors, on va écouter Hicham, qui est avec nous, qu'on a retrouvé Hicham au téléphone. Salut Hicham. Ouais, salut Christophe, bonjour tout le monde. Christophe, si tu permets, je souhaite partager un peu mon expérience avec, le financement islamique. Donc, je suis l'heureux acquéreur d'une maison en 2018, dans la région parisienne, hein, d'accord. Dans le passé, j'avais acheté deux appartements, mais c'était des crédits bancaires classiques. Bon, je me suis dit, je vais arrêter tout ce qui est riba, etc. Et voilà. Donc, je vais passer par un courtier. Un courtier qui fait de la finance islamique. D'accord? Donc, c'était sur Paris. Oui. Je ne vais pas le citer, je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Et donc, j'ai été les voir naïvement, salam alaikum, voilà, blabla, machin, etc. Donc, ils m'ont expliqué, c'est un peu ce qu'a expliqué votre invité, hein, ça se passe comme ça. En fait, moi, là où je veux arriver, c'est que oui, dans l'absolu, c'est l'idéal. Mais le process, il est compliqué. C'est trop complexe et ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Donc je présente, je donne tous les documents, etc., machin. Ils m'ont fait un modèle financier. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Hicham, vas-y. Ouais, donc ils m'ont fait donc là, je vous parle d'un cas concret, hein. Donc, ils m'ont fait un modèle financier, machin, etc. Donc, étant commercial, donc j'ai fait mes calculs de mon côté. Je trouvais que, par rapport à l'offre d'une banque, Société Générale pour ne pas la citer, il y a 3 ans, les crédits étaient à 1%, hein, même des fois moins de 1%. Je devais payer quasiment entre 45 et 50 000 euros de plus. Ah ouais, c'est impressionnant ça, 45 à 50 000 euros de plus. Je le dis. Moi, je voulais faire ça. Hein. Je voulais faire un financement islamique. En parlant avec mon épouse, machin, on s'est dit, bon, on va faire un truc islamique, machin, etc. Ok. Je payais 45 000 de plus. Alors, j'ai donné plein de documents. Après, j'ai vu que, honnêtement, après, financièrement, ça suit pas, quoi. Donner 45 000 de plus par rapport à une offre d'une Société Générale où j'avais un crédit, ou une offre crédit à 1%, bah, vous comprenez. Bon, après, je veux bien... merci pour l'exemple, Hicham, mais c'est très intéressant. Alors, Esdine ou Kader, comment ça se fait? C'est impressionnant quand même, 45 000 euros de plus. Alors, le courtier par qui est passé Hicham, on devine c'est lequel. Il y en a qu'un, apparemment. Ouais, voilà. Et la banque par laquelle il est passé, on devine c'est laquelle aussi. Donc, il n'y en a qu'une aussi. Ouais. Donc il a donné le nom, non, mais c'est pas important les noms. Si je peux me permettre juste cette petite précision. Oui. 30 secondes parce que j'ai la pub là. C'est vrai. Alors bon, j'essaie de faire encore plus vite. Puis ça c'est encore pire que la finance islamique. Tout à l'heure, comme je disais, le surcoût est né de l'économie d'échelle pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui c'est un produit niche et qui s'adresse uniquement à des CSP plus. Ouais. Donc aujourd'hui, qui sont capables d'absorber un surcoût comme vous expliquez tout à l'heure de 45 000 euros. Pourquoi? Parce que c'est pas important pour eux. Ce 45 000 euros. Mais est-ce que ça l'est pour une grande moyenne d'individus qui sont intéressés par le produit? Évidemment. Naturellement, oui. Oui. Et maintenant, quel est l'acteur qui va se positionner face à cette demande et qui aura une taille d'actifs et une liquidité suffisamment forte pour absorber autant de crédits? En fait, si tu veux être dans les normes islamiques, ça te coûte du blé, quoi.
c'est surtout que ça coûte qu'un partenaire étranger ait les épaules suffisamment larges pour pouvoir venir combattre. Bon, alors bougez pas, messieurs, on est dans un instant retour avec une question Rudy Kazimatsika qui a écouté, évidemment, scruté, et qui va certainement vous poser sa question dans un instant. Pour terminer, puis je vous poserai la question toute simple, quel est l'intérêt justement de cette finance islamique? Vous nous direz, Esdine et Kader, dans un instant, l'intérêt que comporte cette finance islamique. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 en direct avec Nadia Cherif, commerciale mais aussi militante associative, monsieur Rudy Kazimatsika, vice-président du CEBIF, mais aussi des élus de France, conseiller municipal, et Emmanuel Dupuis, qui est président de l'IPS. Et nos invités, Esdine Glamala, Kader Melboh, qui sont avec nous. On parle de finance islamique et pour en terminer avec notre auditeur tout à l'heure, Hicham, qui a témoigné et nous a expliqué le fait que ça coûtait beaucoup plus cher qu'une banque classique. Il m'a aussi dit que c'était très compliqué, qu'il y avait beaucoup de papiers, beaucoup de dossiers à remplir. Esdine, ça c'est aussi la particularité, enfin c'est peut-être la difficulté aussi qu'on peut aussi donner et dire cette complexité de pouvoir remplir les dossiers pour accéder à un éventuel prêt islamique. Alors oui, effectivement, il y a une certaine complexité d'ordre juridique, parce que la finance islamique, elle repose sur des contrats. Et c'est vrai que c'est une critique qu'on peut faire des fois sur certains financements. Par exemple, quand vous faites un contrat de prêt, de crédit d'ailleurs, parce que je déteste ce terme de prêt, et j'aimerais apporter une précision là-dessus juste après que j'aurai répondu à ta question, Christophe. Dans un contrat de crédit avec une banque, tu ne signes qu'un seul contrat. Ouais. D'accord ? Tu voulais, dans ton exemple, tes 150 000 euros. Ouais. Tu signes un contrat dans lequel tu dis que tu échanges 150 000 euros maintenant cash contre peut-être 230 000 étalés sur 25 ans. D'accord ? Ouais. Tu signes un seul contrat. Ça, c'est avec la banque. Dans un contrat de financement de type Murabaha, c'est l'exemple qui a été cité par l'auditeur, eh bien, on ne va pas signer un seul contrat, on va signer deux. Parce qu'il va y avoir déjà un premier contrat, la banque, elle va acheter le bien, d'accord ? Donc, elle va signer un contrat avec le vendeur du bien. Et puis ensuite, il va y avoir un deuxième contrat entre la banque et son client. Donc, si on regarde déjà en termes de coûts juridiques, de structuration juridique, forcément ça coûte plus cher parce qu'il y a plus de contrats, il y a plus de paperasse, et effectivement il y a plus de paperasse. Donc ça, on ne pourra pas l'enlever, c'est une vérité. Alors pour la différence de prix, simplement quand on veut acheter, quand on a des convictions, après il faut que ce soit légitime, c'est-à-dire que moi si j'achète des fruits et légumes bio, il faut qu'ils soient vraiment bio. C'est le quoi qu'il en coûte. Et là je peux accepter de les payer plus cher. Maintenant si c'est juste parce qu'il y a un tampon dessus qui me dit que c'est bio et qu'à ce moment-là, le vendeur profite peut-être de l'absence de concurrence ou le fait que justement on cherche du bio pour majorer le prix, là ça n'est pas correct. Mais normalement, quand on achète du bio, on accepte de payer un petit peu plus cher. Ouais. Alors je reviens juste sur la question de prêt. Oui, pourquoi tu n'aimes pas le terme prêt de prêt Pourquoi ? Parce qu'un prêt, par définition, c'est gratuit. D'accord ? Et en finance islamique, quand on parle de prêt, le qard, c'est toujours gratuit. Je te donne un exemple. Si je te prête mon téléphone portable, je te dis je te le prête. Oui. Tu vas avoir le droit de l'utiliser et l'obligation de me rendre dans l'état, exactement dans le même état. Et si tu l'endommages, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas me le réparer pour me le rendre exactement comme il était. D'accord ? Ça, c'est un prêt. Si je te dis je te prête mon téléphone portable pour que tu l'utilises, mais je te demande de me donner 5 euros par semaine, d'accord ? Donc je vais te demander en fait un loyer, et là on n'est plus dans un contrat de prêt, on est dans un contrat de location, on est bien d'accord ? Oui, on est d'accord. D'accord ? Le loyer va destiner à compenser finalement l'utilisation du téléphone et donc son usure. Ouais. Ce qui est tout à fait logique parce que cette rémunération, elle est logique. Maintenant, si tu me dis, Asdine, prête-moi 10 euros. Ok, je te prête 10 euros, je te donne tes 10 euros. Tu vas avoir le droit de les utiliser comme le téléphone et tu vas avoir l'obligation de me rendre ces 10 euros. Ouais. D'accord ? On est bien d'accord. Je t'ai prêté 10 euros, tu m'as rendu 10 euros. Ouais. Maintenant, si tu me dis, Asdine, passe-moi 10 euros, je suis dans le besoin, etc., je te dis, ok, mais pour les utiliser, tu vas me donner 1 euro par semaine. Ah ouais. D'accord ? Ouais. Donc, au final, si tu me les rends la semaine prochaine, tu vas me rendre 11 euros. Si tu me rends la semaine d'après, ça sera 12. Et puis la semaine d'après, ça sera 13, etc., etc. Est-ce qu'on peut parler d'un contrat de prêt ? Non. Non. Donc, déjà, premièrement, quand tu vas à la banque pour faire un prêt, utilisons les bons mots, tu ne vas pas à la banque pour faire un prêt, tu vas à la banque pour faire un crédit ou un contrat de location. Ouais. C'est un contrat de location. Sauf que,
Et ça, c'est les chrétiens qui ont dit ça. C'est saint Ambroise de Milan qui assimilait l'intérêt bancaire et l'usure à du vol. Il dit que le problème, c'est que l'usurier, il va te demander un loyer d'une chose qui ne s'use pas. D'où le prix de son usure. C'est-à-dire que le téléphone, quand tu l'utilises, je suis d'accord avec toi, il s'use. Donc tu me payes un loyer pour payer l'usure, c'est légitime. Mais là, je vais te demander de me payer un loyer sur un billet. Mais un billet, ça ne s'use pas. Ouais. Puisqu'un billet, même s'il est usé, tu vas à la Banque de France, elle va te le remplacer, elle va t'en donner un neuf. Donc, si tu veux, cette question de l'intérêt et de l'usure, déjà d'un point de vue philosophique, ce que disaient les chrétiens avant les musulmans, c'est que c'est une faute logique. Ouais. Et donc, on s'est fait arnaquer, entre guillemets, par les banquiers qui nous ont déjà fait passer un contrat de location pour un contrat de prêt. Un contrat, parce que c'est vrai, ça rend sympathique quand je te dis, ouais, tu me prêtes. Si je te, nous on est amis, tu vois, tu me demandes, je te dis, je te prête. Forcément, tu le sais très bien que c'est gratuit. Ouais. Je vais pas te, si je te dis, tu vas dire, ah, c'est un crevard, Asdine, il me demande, il me dit, je prête, et puis après il me dit, donne-moi de l'argent. Jamais de la vie. Ouais. Donc déjà, si tu veux, cette appellation, elle est frauduleuse quand on parle d'un prêt. Et pour revenir au sens des mots, en finance islamique ou en islam ou en économie islamique, tu l'appelles comme tu veux, quand on parle d'un prêt, c'est toujours gratuit. Une banque islamique ne te fera jamais un prêt, ou elle le fera dans le cadre de ses œuvres de bienfaisance, mais ce qu'elle te fera, c'est un financement, une opération commerciale, ou, allez, utilisons le mot, un crédit. D'accord. Rudy Kazimatsika. Ouais. Alors, vas-y, qu'est-ce que ça t'évoque tout cela avec deux invités là, de finance islamique? C'est intéressant parce que moi j'y découvre. Ouais. Donc la finance islamique, quoique, je veux dire, par esprit de déduction, on se doute bien que dans les pays de l'islam, il y a forcément un système financier qui est en lien avec, de près ou de loin, avec la pratique religieuse. Et justement, moi, ma question, en fait, elle est là. C'est-à-dire, en fait, où est-ce que la finance islamique, ou du moins, en tout cas, celle qui se rapporte à tout type de produits bancaires, s'établit dans un cercle vertueux qui ferait la différence avec le système, la finance mondialisée en fait. Où est la vertu dans la finance islamique? Et est-ce que du coup les musulmans, on parlait notamment dans l'espace européen, sont convaincus de cette vertu qui peut-être effectivement les rapprocherait un petit peu plus les mettrait plus en lien, on va dire, avec leur foi? Parce que j'imagine que si l'auditeur qu'on a eu tout à l'heure était en capacité de payer les 45 000 euros, enfin en tout cas y pensait, ça veut dire que le coût en fait pour lui ne le dérangeait pas, dès lors en fait que peut-être qu'il trouvait son accointance avec en fait la foi qui le lie à cette finance qui pour lui est peut-être la projection ou l'extension de sa foi. Donc ce qui a vraiment effectivement une réalité vertueuse et qui est lié à ça. Tout à l'heure Kader parlait donc du coup de la consonance islamique qui refroidit peut-être même certains musulmans en France. Est-ce que du coup ce refroidissement est lié peut-être à une réalité? C'est-à-dire en fait une certaine opacité peut-être de financement du coup de terrorisme éventuellement qui pourrait passer par certaines banques islamiques, peut-être pas dans l'espace européen mais plutôt dans l'espace du Moyen-Orient, parce qu'on sait qu'il y a des États qui ont financé le terrorisme, que ce soit Al-Qaïda ou Daesh. Voilà. Est-ce que ces financements sont passés aussi par des banques de type islamique ou pas? Voilà, donc c'est ça. Question Rudy Kazimatsika, réponse Kader ou Esdine? Ou les deux d'ailleurs, rapidement. Déjà pour la question du financement du terrorisme, voyons bien clair. Toutes les conditions de blanchiment d'argent sont contrôlées par les banques centrales. Qu'on soit très clair, que ce soit au Moyen-Orient, en Asie, par Tracfin, par les banques centrales européennes. On était soumis au Tracfin. Donc aucune banque. La vraie question concernant le blanchiment d'argent pour des causes de terrorisme, etc., n'a pas besoin ne passe jamais par des systèmes qui sont surveillés. Oui, il y a déjà des banques centrales qui surveillent les flux d'argent. D'ailleurs, ils utilisent la crypto-monnaie maintenant. Voilà. Maintenant, il faut se poser des questions sur les paradis fiscaux, où dès lors, là, et on regarde pas plus tard qu'il y a quelques semaines, et ça, je vous invite à regarder les rapports d'Oxfam sur ça, les grandes banques internationales font tous du financement du terrorisme, mais elles passent par des paradis fiscaux. Donc, elles n'ont pas besoin de passer par une banque islamique. Ouais. Une banque islamique, elle est régulée à deux niveaux. La régulation et la surveillance passent par, la banque centrale, la deuxième par son conseil de conformité. Parce qu'elle a au sein de ça.
ça ne prive pas certaines banques européennes d'avoir eu de très grosses amendes. Oui, la ça BNP ne prive pas certaines banques européennes d'avoir eu de très très grosses amendes. La BNP Paribas, par exemple. Non, mais c'est une question qui revient souvent et qui est totalement légitime. Quand tout à l'heure je parlais de connotation sur l'adjectif islamique, on peut y mettre financement du terrorisme, etc. Donc c'est très récurrent. Mais sachez que pour les questions, le financement du terrorisme. oui, mais ils n'ont pas besoin de passer par la seule chose, ils n'ont pas besoin de passer par des banques islamiques. Ils passent juste par des systèmes dans lesquels il n'y a pas de surveillance, tout simplement. Oui. Ouais. Donc aujourd'hui, et Oxfam, j'invite vraiment là pour le coup en tant qu'universitaire. À regarder des sources fiables, lisez les rapports d'Oxfam et les rapports de Transparence International. Et là, vous comprendrez l'étendue de comment est financé le terrorisme et par qui. Ça, c'est la première question. La deuxième question que vous avez posée, qui est très intéressante, Asdine, après je te vois. Faut qu'on fasse vite parce qu'il est pressé, Asdine. Ouais, il a un rendez-vous. Ouais, voilà, c'est ça. Un rendez-vous. Un Marseillais qui est à l'heure, c'est pas un Marseillais. Dans le 20e encore, j'imagine. Donc pour la question de la vertu, oui, il y a des vertus. Et les vertus aujourd'hui ne sont pas l'apanage de la finance islamique, c'est l'apanage des individus qui voient un monde auquel il y a de moins en moins de vertus, il y a de moins en moins d'éthique, et c'est ces gens-là qui sont demandeurs. Alors qu'ils soient musulmans ou pas, c'est l'apanage et la propriété exclusive de l'éthique appartient à n'importe qui. Par contre, ce qui est beau, c'est depuis la crise 2008, tous les individus commencent à se poser des questions sur leur manière de faire, et notamment sur la question de l'argent. L'islam a une réponse à apporter via les banques islamiques, c'est excellent. Pourquoi ? Parce qu'il y a des clients qui sont intéressés. Voilà. Alors, Emmanuel Dupuy souhaitait rajouter un dernier petit point rapidement, puisqu'on est très en retard. Une question d'avenir. Beaucoup de pays du Golfe sont en train d'investir dans les crypto-monnaies, avec l'objectif de ne plus avoir à passer par le système de vérification, de certification, banque centrale régionale, etc. Est-ce que votre modèle économique n'est pas déjà dépassé, puisque vous vous adressez à des CSP++ islamiques, ou dans l'espace islamique, qui sont déjà en train d'investir leur fortune dans les crypto-monnaies. Je pense notamment aux Émirats Arabes Unis qui sont en train de lancer eux-mêmes leurs crypto-monnaies. Allez-y, allez, débrouille-toi avec ça, vas-y. Non, moi j'ai pas de problème, surtout que ça fait de l'actualité. Le Salvador vient hier d'autoriser... Le président Bukele a dit que la monnaie officielle était désormais le Bitcoin. L'utilisation du Bitcoin. Absolument. C'est le Salvador après, attention, c'est à part. Est-ce que le modèle est dépassé Un début. Il y a une inflation. Est-ce que le modèle est dépassé, oui ou non? Non, la réponse est non. Pour la bonne et simple raison. Moi, je vais donner mon point de vue. Après, Asdine, à toi. Je ne penserai jamais que l'éthique est plus importante que la technologie. L'éthique des individus, elle la suit tout le temps, à tous les niveaux. La technologie est au service de l'éthique, pas l'inverse. Donc, elle ne se substituera pas. Donc, le modèle aujourd'hui... C'est la rentabilité qui est au-dessus de tout ça? Non, c'est les opérations commerciales au quotidien qui veulent être faites en conformité par rapport aux étudiants, par rapport aux clients. Après, la question, on parle notamment de la question de financement, mais il y a aussi la question de l'épargne. Des gens souhaitent que leur épargne soit investie de façon éthique. Et ça, c'est pas le propre à tout le monde. Le problème sur le Bitcoin, beaucoup vont vouloir investir, mais pour une notion spéculative. Je me dis qu'aujourd'hui, j'investis parce que le Bitcoin, le BTC, il est à 40 000, et les prévisions de JP Morgan ou Goldman Sachs, dans 5 ans, les met à 350 000. Est-ce que vous pensez que la motivation intrinsèque des individus qui veulent investir dans le BTC, c'est une considération éthique? Non. Et beaucoup de gens vont se dire, je ne cherche pas à faire une rentabilité extrême, je cherche juste à investir mon argent de façon vertueuse. Asdine, un dernier mot. C'était ça ma question, en fait. Un dernier mot, Asdine. Donc il y aura des croyants, entre guillemets, qui pensent qu'effectivement l'éthique est une extension de leur foi, en réalité, pour dire les choses clairement. Je pense qu'il y aura encore il y aura des clients. Donc la finance islamique a un bel avenir, c'est ce qu'il faut retenir en tout cas. Asdine, un dernier mot là-dessus? Oui, alors juste sur les cryptos, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que les Émirats Arabes Unis toutes les banques centrales du monde travaillent en des projets de crypto. Toutes les banques centrales, leur obsession, c'est de contrôler l'évolution de la masse monétaire. Et effectivement, si une banque centrale peut avoir une masse monétaire qui est digitale et qu'elle contrôle depuis un ordinateur, forcément, elle préfère ça que des billets. Donc, c'est pas le propre et ça n'est pas l'apanage des Émirats. Maintenant, je mets un petit bémol à ce qui a été dit sur les cryptos. Il y a eu
tout un débat auprès des économistes islamiques dans le monde sur justement quelle est la qualification juridique des crypto-monnaies au regard de l'éthique musulmane. Et donc aujourd'hui, on a des avis qui sont assez divergents. Ouais. On a des fatwas qui trouvent ça illicite, d'autres qui le trouvent détestable. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, quand vous regardez le Bitcoin par exemple, les gens investissent pour des raisons spéculatives. La spéculation est condamnée par l'éthique et la morale. Il n'y a pas de création de valeur, il n'y a que de l'enrichissement au détriment d'autrui. Il y a un risque excessif. Vous savez, juste je terminerai sur cette petite anecdote. Au mois de décembre 2020, ont été admis à la bourse de Chicago, c'est là où on peut trader tous les produits dérivés, les premiers dérivés sur le Bitcoin. Autrement dit, ça voulait dire que je pouvais parier à la baisse sur le Bitcoin sans avoir à en acheter. D'accord ? Et à ce moment-là, donc on avait tous les traders du monde entier qui avaient une connaissance financière et qui étaient en train de parier à la baisse sur le Bitcoin. Donc ça, c'était ce qui se passait dans l'ombre. Et puis, au mois de décembre, on avait les publicités de Nabila qui disaient aux gens, oui, investissez dans le Bitcoin, etc., etc. Avec le shampoing. Donc, évidemment. tous les gogos, ils ont acheté du Bitcoin, sauf qu'ils ne savaient pas que de l'autre côté, il y avait des traders qui étaient en train de parier en sens inverse. Et ils les ont plumés en fait. D'accord ? Donc il faut bien comprendre, moi je dis ça parce qu'il y a des auditeurs, des gens qui nous écoutent, etc. Vous ne laissez pas embobiner, l'argent facile, ça n'existe pas. Ah bon ? Non, l'enrichissement facile, ça n'existe pas. Ouais. Normalement, pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir gagner de l'argent, eh bien, soit il faut être un génie, soit il faut travailler, soit ça se mérite. Ça c'est bien. Moi, mais l'enrichissement facile, travailler. Non mais il faut travailler tranquillement. Bah oui. Je viens de Marseille, il n'y a pas de souci, on ne va pas se tuer au travail. Ah non, ça c'est mais sûr. Il ne faut pas croire. C'est juste que c'est aussi ça l'éthique, je veux dire, c'est aussi ça l'éthique. C'est que l'enrichissement facile, quelqu'un qui vous promet l'enrichissement facile, c'est quelqu'un qui veut vous plumer. Voilà, c'est juste ça qu'il faut garder. Merci beaucoup, Ezdine Glamala. Merci beaucoup, Kader Melbourg, de nous avoir tenté d'expliquer. Je pense que vous avez réussi d'ailleurs plutôt bien. Le processus de la finance islamique. Ce qui pourrait d'ailleurs très intéressant à savoir pour un futur président de la République, je ne sais pas, Jean-Marc Governatori sera avec nous dans un instant. Peut-être que ça peut être aussi un système monétaire intéressant à envisager. Il sera notre invité dans un instant. Il est candidat à la primaire écologie dans un instant sur France Maghreb 2 dans le LGF avec Emmanuel Dupuis, Rudy Kazibatsika, Nadia Chérif. Merci beaucoup messieurs, à bientôt. Et Zine, bon retour à Marseille. Hein. Merci beaucoup. À bientôt. Bienvenue. Hein. Ah bah évidemment, t'inquiète. Je suis chez moi, ça y est maintenant. À tout de suite les amis, juste après la pub, notre invité Jean-Marc Governatori. Le grand forum, merci d'être avec nous. Nous parlions de finance islamique juste auparavant. On va changer littéralement de sujet avec toujours Emmanuel Dupuis, président de l'IPS, Nadia Chérif, commerciale et militante associative, Rudy Kazi, vice-président du CEBIF, conseiller municipal aussi, et notre invité aujourd'hui pour parler de la primaire écologie qui va se tenir d'ailleurs dans quelques jours. Et un des candidats, ils sont 5, Jean-Marc Governatori qui est avec nous. Bonjour monsieur Governatori. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Alors vous êtes vous coprésident de CAP Écologie. Conseiller municipal du côté de Nice, si je ne m'abuse. Vous travaillez aussi à la métropole niçoise, c'est ça ? Je suis conseiller métropolitain. Voilà, tout simplement. Alors, vous dites être le seul capable de rassembler la famille écologie. Pourquoi ? Depuis 30 ans, l'écologie en France se positionne à gauche, ce qui est tout à fait respectable, sauf que ça sectarise l'électorat et ça fait fuir l'électorat du centre, ça fait fuir l'électorat de droite, et ça fait fuir les électeurs qui ne se retrouvent nulle part. Donc il est capital qu'on se débarrasse de M. Macron et de Mme Le Pen. Et pour ce faire, il faut une écologie qui rassemble. Et l'écologie qui rassemble, c'est l'écologie au centre que j'incarne dans cette primaire. Vous dites centriste ? Totalement. Oui. Bon, ça fait peut-être un point commun avec M. Dupuis qui est ici présent en face de vous. Moi, je suis un vrai centriste. Voilà. Ça veut dire que M. Governatori n'est pas un vrai centriste. Bon. Alors, pourquoi, M. Governatori, vous avez été écarté dans un premier temps de cette fameuse primaire des écologies ? Parce que les dirigeants d'Europe Écologie sont intelligents. Oui. Ils savent que je représente un gros électorat. Ils ne voulaient pas prendre le risque de perdre la primaire. Et donc, ils ont trouvé une excuse pour m'en exclure, mais il se trouve que le droit de notre pays a fait son travail. Et vous avez été réintégré. Et que donc, je suis remis dans le jeu.
et que j'espère bien gagner cette primaire. Alors, parmi les choses que vous proposez, j'ai lu un petit peu ce que vous proposez, parmi les 5 candidats, vous proposez un grand débat national, tiens, on a connu ça il y a un an ou deux, notamment sur l'éducation nationale, pour notamment concernant à la fois les horaires, mais aussi les programmes, le système de notation. Expliquez-nous un petit peu quelle est votre ambition là-dessus. Nous, écologistes centristes, nous sommes des pragmatiques. Je porte 300 propositions, dont 20 majeures. L'une des 20 majeures concerne l'éducation, et nous avons observé que depuis 40 ans, l'éducation nationale est irréformable. Ouais. La seule façon de la réformer, c'est la volonté du peuple. Donc, on va faire un débat national public avec les professeurs retraités, les professeurs en activité, les élèves, les parents d'élèves, les syndicats, tout ce qui est concerné par l'éducation nationale en France. Ouais. On parlera de tout. Au terme de quoi on fait un référendum avec des options A, B, C, D, E. Ouais. Le peuple décide et puis on applique. C'est un référendum, d'ailleurs, c'est ce qui a été demandé par les Gilets jaunes notamment. Certainement, mais peut-être pas pour l'éducation nationale. Mais par exemple, comme autre mesure dans mon programme, j'ai le référendum d'initiative citoyenne, parce qu'il est bon de sortir de la pyramide du pouvoir et de l'horizontaliser un tout petit peu. Qu'est-ce que l'économie circulaire ? L'économie circulaire, c'est qu'on répare tout, on recycle tout. Donc, vous aurez observé que les élus locaux et nationaux en parlent depuis plusieurs années. Mais parler, c'est bien. Si nos parents n'avaient fait que parler d'amour, on ne serait jamais nés. Donc, à un moment donné, il faut passer à l'action. Donc, pour moi, l'économie circulaire doit devenir l'économie reine dans notre pays. Ouais. Et je veux qu'au terme de mon mandat, on recycle 100% de ce qui est produit en France. Absolument. Et vous êtes aussi pour la reconnaissance du vote blanc. Ça intéresse, ça. Effectivement, pour moi, c'est capital que sur chacune des 100 000 tables de vote qu'il y a en France, il y ait de nouvelles piles de bulletins de vote. Une pile de bulletins blancs. Jusqu'à présent, il n'y a que M. X et Mme Y et M. Z. Donc il est capital que les électeurs aient l'option de pouvoir voter blanc très concrètement avec un bulletin blanc qui est là sur la table, et vous verrez que ça les refera revenir voter. Ouais. Instauration aussi de la proportionnelle aux législatives. Donc j'en ai ras-le-bol que la France ne soit pas représentée au Parlement, parce que c'est vraiment l'endroit où tous les Français doivent être représentés. Donc je souhaite que la proportionnelle soit établie à l'Assemblée des députés pour que tous les courants de pensée de notre pays soient représentés. C'est capital pour la démocratie. Vous êtes un gilet jaune refoulé finalement. Les gilets jaunes disent des choses intéressantes, et compte tenu que je suis centriste, je prends tout ce qui est bon de partout où je le trouve. Les gilets jaunes sont centristes ? Non, mais en tout cas, ils disent des choses intéressantes. C'est d'ailleurs pourquoi je les ai soutenus en 2018 et que je leur ai permis d'aller aux élections en 2019, par le financement que j'ai fait de leur liste, parce qu'effectivement, ça part vraiment d'une très bonne intention. Ce sont des citoyens engagés, désintéressés, qui exprimaient une vraie souffrance, et ça m'a plu. Vous soutiendrez le ou la gagnante de cette primaire, si c'est pas vous par hasard ? Même donc on s'est engagé à se soutenir les uns les autres, donc je le ferai bien sûr, mais il n'en reste pas la Manuel Valls, attention, hein. On parle de soutenir, quoi. Il n'en reste pas moins vrai que nous sommes déjà intelligents, donc nous écologistes, on veut gagner la présidentielle, et pour ça il faut de la cohérence, et pour être très clair, on se rassemblera tous les 5 après qu'on connaîtra le ou la vainqueur. Ouais. Si Sandrine Rousseau gagne et que je la soutiens, elle y perd, et si je gagne et qu'elle me soutient, j'y perds. Ah oui. Donc il faudra discuter entre nous de voir ce qu'est le mieux pour l'écologie politique. Vous aimez beaucoup apparemment, hein, c'est les grands amours entre vous. Je pense pas qu'on passera les vacances ensemble, mais bon, je la respecte, c'est une femme intelligente. Bon, alors pourquoi Emmanuel Dupuis, monsieur Governatori, qui se dit centriste, n'est pas un vrai centriste selon toi ? Parce qu'il est écologiste, et d'une certaine manière, ça suffit à représenter sa famille politique. Je trouve un petit peu bizarre que tout le monde s'approprie la notion du centrisme. Le centrisme, c'est une famille politique qui est très identifiée, qui est à cheval sur les questions des libertés, qui implique que la démocratie directe s'exprime effectivement dans une forme de représentativité dans laquelle il y a une fluidité de gestion, et non pas du haut vers le bas, mais avec un équilibre des pouvoirs. Donc c'est des questions qui sont portées par des familles politiques, et, je me corrige moi-même, qui sont portées par des courants politiques. Et donc le centrisme n'a pas besoin d'être affilié à l'écologisme. Le centrisme est une pensée en tant que telle qui est elle-même écologique, puisque ça donne la capacité de chacun de s'approprier cette notion du circuit court, de se rapprocher du vivant, comme de se rapprocher de son affirmation au lien à la démocratie, c'est-à-dire
le respect du bulletin de vote que l'on met, c'est-à-dire que l'on vote pour un représentant qui doit représenter dignement les citoyens. C'est une délégation de pouvoir. Donc ça, c'est du centrisme. Ouais. Alors, je ne sais pas du tout une critique vis-à-vis de ce gouverneuriat. Moi, je suis assez admiratif qu'un chef d'entreprise bascule vers la politique, qu'il fasse de la politique intelligemment. J'ai moi-même travaillé avec Corinne Lepage à l'époque où elle était candidate à l'élection présidentielle en 2007. Nous étions quelques radicaux, moi venant du radicalisme de gauche, d'autres venant du radicalisme wallaisien. J'ai moi-même créé un parti qui s'appelait l'Union des Républicains Radicaux, et nous avons fait la campagne avec Corinne Lepage, à l'époque avec Philippe Juvin, qui en faisait partie. Il a basculé vers le Rassemblement national, à l'époque avec André Berkoff, et avec un autre ami qui malheureusement est décédé, qui venait du Parti socialiste. Donc j'étais assez séduit par cette notion de capillarité, cette notion de rassemblement. Néanmoins, il y a quand même une différence, c'est que vous faites partie d'un courant de pensée dans lequel il y a évidemment des différences notables. Vous l'avez mentionné, de la gauche à la droite, donc vous êtes au centre de cette idéologie radicale. Nous, centristes, je suis moi-même encore membre du parti qui s'appelle les centristes, chargé des relations internationales. Nous partons du principe que nous ne ferons pas de primaire entre centristes. Par contre, nous appartenons à un courant idéologique, le courant réformiste, mais réformiste, disons, démocrate, et donc nous allons faire participer à la primaire de la droite et du centre. Là, pour le coup, ce n'est pas une primaire des écolos et du centre, c'est une primaire des écologistes. Donc que vous soyez au centre du jeu écologiste. Ouvert à tout le monde quand même. Hein. Tout le monde peut voter à cette primaire. Non, mais les candidats sont... tout le monde peut voter à la primaire écologiste à partir de 16 ans. Oui, voilà. Après les candidats sont tous dans une filiation à Europe Écologie Les Verts. Alors, non. Répondez, monsieur Gouvernetori. Donc sur les 5 candidats, il y en a 3 d'Europe Écologie et 2 hors Europe Écologie. Vous êtes de Cap Écologie. Voilà. Moi je suis l'écologie au centre, et Delphine Bateau, c'est Génération Écologie. On n'a rien à voir avec Europe Écologie, que nous respectons. Et Delphine et moi, on espère bien gagner et en finir avec le leadership d'Europe Écologie, qui a enfermé l'écologie dans la gauche. Et c'est très très grave, parce que cet enfermement empêche la victoire l'année prochaine. Mais ce système des primaires... Contre, je suis d'accord avec vous. C'est effectivement une ligne qui, à mon avis, est une ligne de crête qui devrait être largement... Laisse la crête tranquille, elle va bien. Oui, non, mais c'est positif. Une ligne de crête, une ligne haute, c'est quand vous voyez la manière dont les Verts allemands progressent, hein, ils sont entre 17 et 18%, justement, eux ont abandonné cet ancrage à gauche ou à droite, ils sont écolos. Et en Autriche et en Suisse, il y a plein de pays dans le monde où l'écologie politique se porte mieux que chez nous. Mais là, je suis chargé dans cette primaire de porter haut les couleurs de l'écologie au centre. Et le but, c'est vraiment de la gagner, et c'est vraiment possible. Monsieur Gouvernetori, le système de la primaire tel qu'il est proposé, est-ce qu'il est bénéfique finalement? Parce que on peut très bien imaginer que des concurrents, de partis politiques concurrents, peuvent appeler leurs adhérents à faire voter tel un tel pour les satisfaire, j'ai envie de dire. Ce système, est-ce qu'il n'aurait pas fallu finalement le réserver qu'à la famille en question, la famille politique, les écologies? Vous avez tout à fait raison, mais de la même façon que Churchill disait que la démocratie était le plus mauvais des systèmes à l'exception de tous les autres, la primaire, c'est le plus mauvais des systèmes à l'exception de tous les autres. Mais vous avez raison, il y a ce biais, c'est exact. Maintenant, en théorie, il y a 50 millions de votants potentiels, puisqu'on peut voter à la primaire écologiste à partir de 16 ans. Et si chacun prend ses responsabilités, si chacun s'empare du fait écologique, il peut y avoir tellement de votants que c'est pas 10 000 ou 20 000 qui vont s'inscrire de façon un peu biaisée, que ça va changer le résultat. Alors le jour du vote, la date, c'est quand? Donc on peut s'inscrire jusqu'à dimanche 12. D'accord. On vote du 16 au 19. Ouais. Et le premier tour, le résultat du premier tour, c'est le 20 septembre. D'accord. Et il faut payer 2 €. Exactement. Voilà, pour participer à la primaire. Dernière question, parce que je sais qu'on est en retard et vous êtes très pressé, vous avez d'autres rendez-vous derrière. Quelle sera la première réforme si vous accédez à la haute fonction suprême en tant que président de la République? Eh ben, il se trouve que les différents gouvernements, depuis des années, sinon des décennies, ont fait des trous partout dans la barque. Donc il y a plein de trous à boucher. Donc il y a effectivement le débat national public sur l'éducation. Il y a effectivement sortir du présidentialisme, parce qu'il y en a ras-le-bol qui est une seule personne qui en dirige 67, parce que faute de temps, et c'est impossible d'être intelligent sur tous les sujets. Donc je veux remplacer le président, et qui deviendra un ambassadeur,
par un régime primo-ministériel avec 3 ministres, donc un triumvirat primo-ministériel qui sera élu par les 3 chambres, une chambre des députés élue à la proportionnelle, le Sénat, et je crée une chambre de citoyens tirés au sort, des citoyens volontaires tirés au sort, 2 par département, qui auront leur mot à dire comme les 2 autres chambres, d'une part pour élire le triumvirat primo-ministériel, d'autre part pour proposer des lois et les voter au même titre que les 2 autres chambres, parce que c'est très important qu'on ait une chambre ancrée sur le terrain, et la chambre des citoyens tirés au sort, elle est ancrée sur le terrain. Monsieur Governatori, dernière question. À votre place, jeudi, il y aura Yannick Jadot. Est-ce que vous avez une question à lui poser ? Est-ce qu'il va bien? Il me paraissait fatigué. Ah, très bien. Bon, on lui posera la question. Merci beaucoup, monsieur Governatori. Je suis désolé du retard. Voilà. Mais en tout cas, merci d'être venu présenter votre programme. Merci à France Maghreb 2. Et à très vite. On vous souhaite bonne chance donc, dans cette primaire. On peut s'inscrire pour y participer jusque dimanche. Le site, c'est quoi exactement? Lesécologistes.fr. Lesécologistes.fr. D'accord. On s'inscrit et on paye 2 € et on peut voter donc, pour le premier tour. Exactement. Et c'est notre avenir qui est en jeu parce que je rappelle que les 2 enjeux de la présidentielle, c'est d'une part l'habitabilité de la planète et d'autre part la survie de l'espèce humaine. C'est pas un délire d'écologiste, c'est le président de l'ONU, Antonio Guterres, qui le dit et c'est plein de scientifiques qui le disent. Notre survie est en jeu à cause de la chute de la biodiversité, à cause des phénomènes climatiques extrêmes. Là, on ne joue plus. Il est capital qu'on élise le meilleur écologiste possible en avril 2022. Donc, il faut que les personnes, s'il vous plaît, s'inscrivent à la primaire pour faire gagner la meilleure ou le meilleur en septembre. Et on va essayer que ce soit moi. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, bonne chance à vous, monsieur. Merci. À très bientôt. Voilà, en tout cas, et à cette place, jeudi prochain, monsieur Yannick Jadot qui sera avec nous dans nos studios pour présenter aussi, lui, son programme, peut-être de gauche, à en croire monsieur Governatori. On verra, on lui posera la question. Rudy Kazi, Nadia Sherif et Emmanuel Dupuis pour changer de sujet maintenant. On part au Maroc, les amis. Qu'est-ce qu'il y a, Rudy ? Je disais, je pensais que j'allais. Ben non, mais parce qu'en fait, je t'explique, on était très en retard et monsieur Governatori a un emploi du temps très pressé. Il devait partir en fait à l'heure où ça a commencé. Donc voilà. Donc tu auras l'occasion de poser une question la prochaine fois, mon Rudy, t'inquiète pas. Voilà. Alors, effectivement. Alors, on va parler maintenant du Maroc, les amis, puisqu'il y a un vote qui se joue demain au Maroc pour renouveler en fait les 395 sièges de députés de la Chambre des représentants et 331 000 élus également locaux. Ça va voter dur. Donc le PJD, en l'occurrence, qui est au pouvoir depuis 2011, si je ne dis pas de bêtises, espère, lui, un 3e mandat à la tête de ce gouvernement, même s'il n'a pas... Je parle sous le contrôle de Nadia, Emmanuel et Rudy, de ministères clés pour le coup. Près de 18 millions de Marocains sont invités donc à voter dès demain et notamment jour J, donc demain pour tout le monde d'ailleurs, que ce soit aussi au Maroc mais aussi en France d'ailleurs, on votera demain. Et pour la première fois depuis la tenue des premières élections au Maroc qui ont eu lieu, est-ce que vous le savez d'ailleurs en quelle année a eu lieu les premières élections au Maroc? 62. 1960, moi j'ai. Eh bien, petit changement. C'était 62. Oui, voilà, bah écoutez, il y a eu des élections apparemment avant, en 1960. La répartition des sièges, Emmanuel, à la Chambre des représentants sera calculée sur le nombre des électeurs inscrits et non sur les votants. Ça, c'est le nouveau mode de calcul qui, d'ailleurs, peut-être devrait handicaper un peu les partis, les grands partis, tels que le PJD, entre autres, ce qui avait d'ailleurs, ils les avaient offusqués et qui devrait donner peut-être l'avantage à de petites formations, Emmanuel. Oui, alors bon, le vote n'est pas seulement... ne concerne pas seulement la Chambre des représentants, mais concerne aussi le conseil communaux, les conseils d'arrondissement et le conseil régionaux. Ouais. N'oublions pas que le Maroc est inscrit depuis la réforme constitutionnelle de 2001 dans une régionalisation, avec un nouveau modèle de développement qui donne beaucoup plus de pouvoir aux Wali, 12 régions, et donc une forme de décentralisation approfondie. C'est un élément structurant de cette élection. Cette élection a beaucoup de nouveautés. C'est une élection qui se fait beaucoup plus virtuellement pour cause de Covid, et donc il n'y a quasiment aucun meeting, même s'il y a quelques représentants, et notamment le président du PJD. Il y a le Premier ministre qui s'est fait un peu chasser là. Oui, le président du PJD. Principal parti, le parti de la justice et le développement, le PJD, qui représente 125 des 395 représentants donc, à la Chambre des représentants, s'est effectivement fait un peu chahuter ces dernières heures à Tanger et à Agadir. Donc c'est un vote virtuel, donc il faut voir ce que cela va donner. Mais les enjeux, Emmanuel, de ce vote, de cette élection? Les enjeux, ils sont simples.
le poste de Premier ministre ne dépend pas du résultat. D'accord. Le poste du Premier ministre dépend de la bonne volonté du roi. D'accord. Et dépend de la manière dont le roi perçoit. Il s'appuiera peut-être sur le résultat, peut-être, pour désigner. Ça veut dire que si le PJD est majoritaire, il se peut tout à fait que le Premier ministre ne soit pas découle pas du PJD. D'accord. Le système du Marzen, donc le palais présidentiel, fait qu'il y a sans doute de la part de la volonté du roi de faire une alternance, même si le PJD risque d'être majoritaire, il sera beaucoup moins fort. Il le sera fort. Ou pas, Emmanuel, d'après toi? Il devrait l'être, mais beaucoup moins fortement qu'il n'a été lors des précédents scrutins en octobre 2016. Donc il est tout à fait possible et en 2011 que le aussi. Premier ministre... Non, en 2011 il était fort, en 2016 il est plus faible, et il sera encore plus faible qu'en 2016. Ça fait un peu comme El Nahda en Tunisie, quoi. C'est exactement comme El Nahda en Tunisie, et avec le résultat plutôt décevant du MSP, du Mouvement pour le Salut et la Prospérité en Algérie. Oui, très bien. Alors, Rudy Kazi, les élections législatives, les enjeux de cette élection législative au Maroc qui se tiendront demain, mon Rudy. Pour moi, il y en a plusieurs. Déjà, Emmanuel en a évoqué certains. C'est finalement la réelle représentativité des idées politiques supportées et portées par l'écurie politique, entre guillemets, qui gagnera les législatives. Ce qui n'est pas réellement le cas, puisqu'effectivement, on va dire la nomination du Premier ministre se trouve plus entre les mains du roi en réalité que voilà, donc c'est la légitimité finalement des urnes à un moment donné. On imagine quand même qu'il s'appuiera sur les résultats. Je pense qu'effectivement, il est de plus en plus obligé de le faire parce que se pose la question de la réelle représentativité démocratique. Donc, et c'est ce qui effectivement pose question sur le réel régime du pays. En fait, est-ce qu'on est dans une monarchie constitutionnelle type à l'anglaise ou est-ce qu'on est finalement dans un pouvoir royal et royaliste, toujours entre les mains de la dynastie et avec effectivement un pouvoir qui n'est pas réellement redistribué. Voilà. Ouais. Donc c'est ça finalement le premier enjeu. Le deuxième enjeu pour moi, puisqu'à un moment donné, c'est vrai que par rapport à des pays africains ou des pays du Moyen-Orient, se pose toujours la question un petit peu des droits de l'homme, finalement l'accès au vote et donc du coup la représentation démocratique. Mais donc l'autre enjeu pour moi aussi, c'est l'accession des femmes à des postes de députés, qui effectivement il y a eu des efforts en ce sens. D'ailleurs la proportionnelle a profité aux femmes et aussi aux enfants, quoique j'ai un petit bémol là-dessus, mais en tout cas la vraie question maintenant ça va être aussi l'accessibilité des femmes, dont les dernières réformes constitutionnelles sont censées donner encore plus de sièges à des femmes, même si on n'est pas sur le prisme de la parité en France. C'est déjà quand même un bon point, c'est quand même... On n'est pas bon partout au niveau parité en France, faut le dire. Voilà, déjà, mais... Donc pas de leçon à donner là-dessus. Tout à fait, mais sur les listes, donc notamment pour les législatives, enfin pas pour les législatives, pour les municipales, etc., il y a cet effort qui est fait, on y arrive bien, mais en tout cas, il faut quand même commencer par quelque chose, et il faut saluer ces réformes qui vont dans ce sens-là. Par contre, le petit bémol, c'est sur la réelle représentativité du peuple au sein de ces instances démocratiques, parce qu'on va souvent retrouver chez les jeunes, parce que c'est bien aussi d'ouvrir la porte aux jeunes, mais on va souvent trouver chez les jeunes des enfants, de personnalités importantes de la politique marocaine. Et c'est pareil aussi pour ces sièges qu'on va réserver aux femmes. Donc, comme tu dis, tout à fait. Donc à un moment donné, c'est bien d'élargir, c'est bien de donner cette représentativité, mais maintenant il faut se questionner sur la réalité des choses. Et à un moment donné, il y a aussi un épuisement de la population. Le Covid a frappé aussi au Maroc. Il y a eu des abaissements d'activités, de commerçants, etc. Oui, comme partout dans le monde. Voilà, comme partout dans le monde, mais qui souhaitent à un moment donné avoir un espoir et une espérance quant effectivement à se réapproprier un avenir qui pour le moment leur est un petit peu bouché, dont la représentativité démocratique réelle et sincère est un enjeu. Nadia Cherif, réaction à ce qui vient d'être dit par Emmanuel et par Rudy d'ailleurs. Alors j'écoute et j'entends. Ah ça c'est bien ça. Bien sûr, il faut. C'est déjà un bon début. Voilà, donc merci pour les explications. J'étais au Maroc 3 mois parce que les frontières étaient bloquées et donc j'ai eu accès à des députés, à des maires au Maroc. Et c'était intéressant de voir la représentation féminine, parce qu'il y en a. Oui, effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je pense qu'on a oublié de mentionner le nouveau modèle économique qui a été ordonné par le roi. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est lui qui donne le là.
Quoi qu'il arrive, élection, pas élection, c'est lui qui dirigera la politique du pays, quoi qu'il arrive. Mais j'ai envie de dire qu'on a de plus en plus d'espoir. Le Covid a malheureusement touché fort, mais la population elle essaye de survivre et surtout, on essaye justement de faire en sorte qu'elles vivent mieux à travers une nouvelle sécurité sociale, à travers un accès de certaines écoles qui n'étaient pas accessibles pour certaines populations et l'alphabétisation des enfants en majorité. Ça, il y avait un grand enjeu là-dessus. Tout à fait. Donc, je pense qu'il y a... je suis optimiste, mais je ne pense pas que les élections vont changer littéralement les choses. Mais quand même, Emmanuel, on peut imaginer quand même que le résultat, quel que soit le résultat de cette élection, même si Nadia, et vous l'avez rappelé à juste titre, c'est finalement le roi qui donne le là et qui décide finalement en globalité ce qui va se passer. On peut pas imaginer qu'il aille à l'encontre de ce qu'a été le choix de la population, Emmanuel, non ? Oui, mais le choix de la population, il ne se limite pas qu'à renforcer les sortants. Premièrement, le Maroc est un pays qui évolue démographiquement, économiquement, comme tous les autres. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir... mieux que les autres. Non, comme tous les autres. Dans certains domaines, oui. C'est un pays qui est très... C'est peut-être l'un des seuls pays africains qui prête d'ailleurs de l'argent. D'accord, mais là, je fais la sociologie électorale. C'est un pays qui est très polarisé. Il y a à peu près autant d'urbains que de ruraux. Ça va avoir son importance. Le PJD va sans doute s'appuyer beaucoup plus sur le vote rural que sur le vote urbain. Il y a quasiment la même polarisation entre les personnes âgées, les plus de 65 ans, 23%, et les moins de 25 ans, 27%. Ça veut dire que c'est une société qui a des représentations divergentes. Il y a une aspiration à la modernité, une aspiration, justement, comme l'évoquait Nadia, au nouveau modèle de développement pour une croissance inclusive. C'est le titre du rapport qui a été remis au roi par l'actuel ambassadeur à Paris, Cheikh Ben Moussa, à l'horizon 2035, l'inscription, l'accroissement du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales, l'accès la bancarisation et évidemment la mise en place d'un modèle de développement alternatif. Le Maroc a pratiquement 11 à 13% de son PIB qui dépend du tourisme. On voit bien qu'avec la crise sanitaire, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et donc forcément, il y a un nouveau modèle à trouver. Alors ces élections sont intéressantes parce qu'on va bien voir s'il y a deux Marocs qui se font face. Un Maroc plus traditionnel, qui paradoxalement voterait pour le PJD tout en étant très royaliste. Est-ce que c'est un parti islamiste comme la presse l'indique ? Le PJD ? Oui. C'est un parti islamiste très modéré, très soft. En tout cas, beaucoup plus intégré. En tout cas, c'est un parti islamiste royaliste. Vous vous rendez compte que ça paraît négatif quand on dit ça, à force de lire, en fait, ici en France notamment, quand on emploie le terme islamiste, c'est tout de suite négatif, alors que pas du tout. Vu du Maghreb, c'est pas... Non, mais tout dépend. Attends, pour répondre à ta question, Christophe, ça dépend qui l'incarne. Oui, bien sûr. Entre Ben Kiran et Saad Din El-Othmani, ce sont deux visions différentes. Les partis islamistes traditionnels, que ce soit le MSP en Algérie ou Ennahda en Tunisie, ont une sorte de caporalisation et donc une représentativité, ou comme l'AKP en Turquie, avec une seule voix. Donc c'est un parti démocrate, musulman, conservateur, attention, très conservateur, et d'une certaine façon, il y a une sorte d'inversion, parce que tous les autres partis, tu parlais tout à l'heure des petits partis, le parti pour l'authenticité et la modernité, le PAM, qui représente 102 des parlementaires, le RNI, le Rassemblement National des Indépendants, qui est un parti qui monte, qui est dirigé par l'actuel ministre de l'Agriculture Aziz Aknouch, ou le parti frère, puisque je connais très bien son président l'Istiklal, le parti nationaliste, Nézer Baraka, ancien ministre des Finances, sont des partis qui apparaissent beaucoup plus réformistes que historiquement, alors que c'était les partis conservateurs. Et donc il y a une inversion des choses. Le parti qui a acquis le pouvoir en 2011, c'est un petit peu, renfermé sur son conservatisme, et les autres apparaissent beaucoup plus progressistes sur le plan politique, sur le plan social, ou sur l'exigence des droits de l'homme. Donc c'est intéressant de voir comment ces petits partis vont progresser, et inexorablement, ils vont rogner sur les 125 représentants du PJD. Alors, deux petites questions pour terminer. Je voudrais qu'on dise un mot sur la Guinée, parce qu'il se passe des choses quand même en Guinée dans un instant, et c'est important aussi qu'on en parle. Rudy, je t'interrogerai là-dessus. Sur la participation, est-ce que les Marocains sont une population qui vote
vote, ou alors est-ce que c'est un petit peu partout dans le monde, l'abstention est quand même importante, parce que voilà, on n'y croit pas franchement, quoi. Moi, je dirais Nadia. que ça dépend des zones. Ouais. Dans les grandes villes, oui. Dans les petites, tout ce qui est rural, ça vote. Ça vote pas trop parce que étant donné l'économie, le Covid, etc. Je pense qu'ils veulent se rattraper au niveau de leurs finances et donc ils ont moins le temps pour voter. Ce qui est logique. Très bien. Et ne pas oublier que c'est un vote électronique. C'est un vote électronique. Ça va être compliqué. Est-ce qu'on aura le droit d'ailleurs en France au vote électronique, Emmanuel Dupuis? Comment ça, on n'aurait pas le droit? Oui, tu veux dire primaire, c'est le cas. Tu veux dire que les Marocains de l'extérieur? Non, pas du tout. Est-ce que pour les élections futures en France, est-ce qu'on peut... Il paraît qu'il y a des contrats qui ont été signés, je sais pas. Oui, ça faisait partie d'une... C'était un des éléments de la loi qui avait été voté, je crois, il y a 6 mois, oui. Bon, en tout cas, on suivra ça et puis on vous donnera les résultats qu'on connaîtra pas peut-être demain, mais voilà, pas tout de suite, évidemment, vous connaissez le principe. Demain, en tout cas, tous les MRE, tous les Marocains résidant à l'étranger sont invités eux aussi à voter le même jour. Demain, Nadia, c'est ça? J'attends la réponse, mais a priori demain. D'accord, bon, c'est bien d'attendre la réponse. Tu ne pourras pas voter après le vote, en tout cas. Ah, ça, c'est sûr. Tout à fait. Voilà. Oui, d'accord. Merci, Nadia Cherif. Bon, Rudy Kazi, est-ce qu'on peut parler d'un coup d'État, ce qui s'est passé en Guinée? Évidemment. Ouais. En tout cas, c'est une tentative de coup d'État. Alors après, le coup d'État, déjà, c'est l'éviction d'un dirigeant, mais c'est aussi la prise du pouvoir. Pour le moment, au niveau de la prise du pouvoir, on ne sait pas encore si donc le groupe d'intervention mené par protection et de sécurité. Oui, voilà. Pour être plus précis, mené par comment il s'appelle Mamadou Doumbouya, voilà. Si lui, il a des velléités à pouvoir prendre la place à la tête du pays, à la place donc de Alpha Condé. Mais en tout cas, c'était sensible. C'était prévisible ou pas? Ce qui s'est passé au Guinée, là. Il y avait des indicateurs déjà là-dessus, et d'ailleurs même le pouvoir craignait déjà les choses. Il y avait déjà des remontées d'informations, etc. Les Occidentaux ont dénoncé d'ailleurs ce coup d'État pour la plupart des pays. Évidemment. Mais par exemple, Doumbouya aussi, il était pas très clair. C'est-à-dire que ce groupe d'intervention donnait de plus en plus l'impression de vouloir un peu se couper de la hiérarchie. Ouais. Donc il y avait déjà effectivement des tendances là-dessus. Pour répondre à ta présente question, effectivement la France ne peut que condamner le coup d'État. des coups d'État, évidemment. C'est parce que ça va pas dans leurs intérêts? Moi, ce que j'aurais plutôt à dire là-dessus, c'est que la France a raison de condamner des coups d'État. Maintenant, faut regarder la situation dans le détail. Alpha Condé partait sur un énième mandat alors un troisième alors qu'il voulait se limiter qu'à 2 mandats, et donc il a dû faire une réforme constitutionnelle. Effectivement, il n'est pas le seul à le faire. C'est classique en Afrique. Voilà, pour se présenter à nouveau. Donc ça veut dire quelque part il a trahi sa promesse. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque les chefs d'État arrivent élus démocratiquement, ce qui a été son cas, et en plus on le présentait un peu comme le Mandela africain, parce qu'il venait aussi faire une rupture par rapport à un système autocratique qui le précédait. Malheureusement, il finit par trahir sa propre parole. Ouais. Et donc, du coup, lorsqu'il fait cette promesse-là, il est salué par tous les chefs d'État à travers le monde, etc. Mais lorsqu'effectivement il trahit sa promesse, en fait, silence radio, plus personne ne dit rien. Par contre, on va aller contester effectivement le coup d'État, qui génère effectivement une insécurité, donc ce n'est pas bien, mais c'est un peu cet enthousiasme à géométrie variable qui est intéressant de questionner. Alors, en un mot, Emmanuel et Nadia, sur la Guinée. Oui, alors je suis cette question avec beaucoup d'attention, parce qu'il se trouve que je connais quelques-uns des militaires qui ont pris le pouvoir. Alors, effectivement, c'est un coup d'État. Mais c'est un coup d'État qui ne pouvait pas surprendre, puisque Mamadou Doumbouya devait être limogé par Alpha Condé. C'est parti de là. Ça a d'abord été une mutinerie personnelle. Le GPS, le groupement pour la protection et la sécurité, qui assurait la protection de Alpha Condé, prenait trop de place. D'ailleurs, le président avait, juste avant l'été, créé une structure concurrente en prenant soin de l'éloigner de Conakry pour qu'elle ne puisse pas, justement, prendre le pouvoir. Donc, c'est avant tout une question entre 2 hommes, dont un montait et l'autre n'avait
plus l'onction démocratique qu'il a eue au moment où il a été élu à partir de 2010. Il faut rappeler effectivement qu'il est arrivé en sollicitant beaucoup d'espoir et que son troisième mandat l'a rangé dans les oubliettes de l'histoire. Donc est-ce un coup d'État? Oui, mais c'est un coup d'État qui remet les choses d'équerre. C'est-à-dire que le processus politique d'octobre, de toute façon, n'a pas été salué comme un élément vertueux des démocraties. Ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont les principaux opposants. Est-ce que Mamadou Doumbouya veut le pouvoir pour lui-même? Non, puisqu'il y a quelques heures, il a réuni les principaux responsables politiques, notamment Cellou Dalein Diallo, l'opposant historique donc de l'Union des forces démocratiques de Guinée, en disant qu'il s'inscrivait comme au Mali, comme au Tchad, dans une transition. Une transition qui va vers des élections ou qui devrait aboutir vers des élections. Ça va dans un bon sens, Emmanuel? Soyons prudents. Soyons prudents. Le pouvoir est entre les mains des militaires. Les militaires en disposent comme ils le souhaitent, nonobstant les admonestations traditionnelles, africaines, la CEDEAO. Pour la petite histoire, l'équipe marocaine a été bloquée là-bas, qui devait jouer son match d'ailleurs en Guinée. Elle est partie voilà. Quelques heures après. Ouais. Mais il faut bien avoir. Est-ce que le match aura lieu? Je sais pas, j'ai pas une nouvelle. Pour l'instant, non, il n'est pas prévu. Non. Mais ce soir, l'Algérie qui joue à Marrakech, on le rappelle. Hein. À Marrakech. Oui, à Marrakech. Voilà. Non, pour conclure. Pour conclure. Non, pas la Côte d'Ivoire. La question n'est pas limitée au seul cas de la Guinée. Les militaires sont au pouvoir au Tchad, les militaires sont au pouvoir au Mali. Ils ont inscrit leur trajectoire entre guillemets démocratique vers des transitions. Est-ce que la transition guinéenne va permettre que les opposants qui traditionnellement n'ont jamais eu la possibilité d'accéder au pouvoir, je pense à Cellou Dalein Diallo ou à Sékou Lansana Kouyaté ou d'autres opposants traditionnels, Sékou Traoré. Mais effectivement, la question mérite d'être posée. En tout cas, depuis hier, on sait qu'il y a un processus de transition. Petite chose à dire. Non, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, Rudy. Je suis désolé. Vraiment 10 secondes, vraiment. Alors, 10 secondes, mais vas-y, rapide. Ouais, non, juste pour dire qu'effectivement, cette tendance qui s'inscrit en Afrique, notamment dans certains pays du Sahel et en Afrique de l'Est et de l'Ouest, pardon, est intéressante parce que finalement, c'est un peu l'eau qui doit s'échapper. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est peut-être le moyen qu'il faut pour essayer de rendre la parole. Dans un instant, coup de gueule et coup de gueule. Pardon, Nadia. Et c'est le temps. Voilà, à tout de suite. Le LGF avec Madame Nadia Cherif qui est avec nous. Elle observe, elle écoute beaucoup Nadia Cherif d'ailleurs. Il y a des bons chroniqueurs à côté. Bah oui, mais toi aussi, tu as ton mot à dire, Nadia. Impose-toi, il faut que tu t'imposes. J'essaie d'être aussi bon que toi. Oui, c'est cela. Rudy Kazi est avec nous aussi, Emmanuel Dupé. Alors, une petite nouveauté depuis hier dans cette émission, l'exercice est un petit peu compliqué, mais je suis sûr que vous allez y arriver avec brio. En tout cas, Gamal Abina et Tarek Mami qui se sont essayés hier, ils sont arrivés à merveille. J'ai un chrono que je vais lancer, tic-tac, tic-tac. Ça dure 1 minute et durant 7 minutes, vous allez pouvoir nous livrer chacun d'entre vous votre coup de gueule, votre coup de cœur. C'est très ouvert, vraiment. Ça peut être un regard sur l'actualité, ça peut être un livre, un film à nous conseiller, ça peut être ce que vous voulez. On va commencer par Nadia, galanterie oblige, forcément, qui souhaite nous parler de ce mini-mélo autour de la présidentielle. C'est ça, Nadia ? Tout à fait. Alors, on en parle énormément parce que c'est Alors, je déclenche le chrono, on y va tout de suite ? On y va. C'est parti, 1 minute, le coup de gueule. C'est un coup de gueule de Nadia Cherif, c'est parti. Le coup de gueule, c'est les élections présidentielles et c'est la débâcle actuelle des futurs candidats. Le fait qu'on a des programmes pour ces candidats qui sont pour certains pas à jour avec les besoins de la population, et donc ça va créer un abstentionnisme énorme. Alors moi j'en parle, j'écoute et je vois ce qui se passe autour, et notamment en banlieue, et j'entends les citoyens parler d'abstentionnisme à nouveau parce que ça ne change rien à leur vie. Alors moi je dis, il faut voter, il faut être là, il faut être candidat s'il le faut. Après tout, hein, on est citoyen, on est en France, on est là, on existe, et il faut se manifester. Et l'abstentionnisme ne va pas régler la situation des uns et des autres. Donc voilà le méga coup de gueule, et surtout être attentif à ces élections et participer. Et ben voilà, moins d'1 minute pour Nadia Cherif, c'est bravo. En tout cas, petite réaction, mais alors très très rapide, messieurs, sur ce que vient de dire Nadia. Vous êtes d'accord, pas d'accord ? Oui, pourquoi ? Oui, d'accord, ok, très bien. Oui, alors, on va voir si vous êtes aussi brillant, monsieur Rudy Kazimatsika.
1 minute durant. Vous allez nous parler de quoi, monsieur Rudy Kazimaxika? Je t'en parlais tout à l'heure. Tu sais, le décès de Jean-Pierre Adams, qui est décédé hier en même temps. Ce footballeur, effectivement, qui était dans le coma depuis 1982, c'est ça 89, je crois. 89, d'accord. Ouais, 89. Eh bien, on t'écoute, le chrono, c'est parti, mon Rudy. Écoutez, voilà, donc à l'instant, je le disais, Jean-Pierre Adams, qui est un ancien joueur de foot professionnel d'origine sénégalaise, que son nom semblerait ne pas trahir, mais effectivement d'origine sénégalaise, mais adopté en France et qui a fait toute sa carrière professionnelle en France. Il a notamment joué pour le PSG pendant 2 saisons. Il formait ce qu'on appelait la garde noire avec Marius Trésor en équipe de France. Il a été effectivement emporté après des années passées dans le coma, 35 ans, suite à une erreur d'anesthésie qui l'a rendu quasiment comateux. Mon coup de gueule, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est cette tristesse effectivement de voir une personne dans la fleur de l'âge voir son avenir totalement bouché et de voir impuissant la souffrance de sa femme et de ses 2 enfants. Comment est-ce que aujourd'hui il n'y a pas eu comment est-ce qu'on n'a pas pu établir une responsabilité soit médicale, soit administrative, mais je sais pas, sur la PHP, etc., par rapport à un préjudice qui a duré toutes ces années. Bon, c'est presque bon, mon Rudy. C'est presque bon. Avec un peu d'exercice, on va y arriver. J'ai voulu introduire un peu pour que les gens sachent de qui on parle. C'est ça la difficulté de cet exercice d'1 minute. Vous savez qu'on peut dire beaucoup de choses en 1 minute. Regardez, Nadia. Regardez. Emmanuel Dupuis, on va parler de l'Afghanistan et plutôt du Pakistan, je crois. L'un et l'autre sont liés, donc mon coup de gueule, c'est... C'est parti, chrono. Mon coup de gueule, c'est le monde qui ne dit rien face à ce qui semble se confirmer, c'est-à-dire que le Pakistan est en train de prendre possession d'un Afghanistan que les Américains lui ont livré clé en main, sans coup férir, avec un gouvernement qui s'est constitué il y a de cela quelques minutes, c'est désormais officiel, avec les principaux leaders qui sont tous liés au service de renseignement pakistanais, notamment la famille Haqqani. Ce nom vous est peut-être familier, ça fait partie d'une des structures qui est liée à Al-Qaïda, considérée comme organisation terroriste. Le fils du fondateur, Sirajuddin Haqqani, est désormais ministre de l'Intérieur, alors que ce réseau, Haqqani, ce n'est pas moi qui le dis, mais un ancien chef d'état-major, est responsable de beaucoup des 2448 morts américains en Afghanistan. Mon coup de gueule, c'est le monde qui ne dit rien alors qu'une résistance a lieu actuellement dans le Panjshir avec l'implication directe du Pakistan, des drones pakistanais, des hélicoptères, vraisemblablement des commandos pakistanais et d'une certaine manière, à force d'avoir focalisé notre attention sur l'Afghanistan, on en est presque venu à oublier que le principal responsable des maux qui touchent l'Afghanistan, c'est le pays voisin, le Pakistan. Merci, messieurs. C'est bien, dites donc. Nadia Sherif a été très bien. Voilà. Rudy Kazi, Emmanuel Dupuis, vraiment, c'est très léger. On peut signaler. Moi, j'ai vraiment. 1 minute 17. Ouais, bon, c'est bien. En tout cas, c'est parfait. Un tout petit peu plus. Rendez-vous demain, les amis, avec Philippe Bouriaki, Audrey Pronesti et Karim Alouache qui seront avec nous demain. Merci beaucoup, mon Rudy Kazimaxika. À très vite. Merci beaucoup, Nadia Sherif. Merci, Emmanuel Dupuis. Restez à l'écoute de France Maghreb 2 parce que c'est évidemment ici que ça se passe, il n'y a rien ailleurs de toute façon. Et on se retrouve demain pour la liberté d'expression à son maximum. On dit tout haut ce que les